Bonjour à tous. Il y a de la politique, sinon beaucoup de politique au menu d'Actu Matin ce matin. D'abord, nos moments de discussion qui vont porter sur deux sujets. Les partis BR et UPR soutien de Patrice Talon qui sont allés se voir en début de semaine et la loi d'amnistie qui a connu un tout premier échec au niveau de la commission des lois à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Ensuite, l'invité au téléphone, François Baudouin, membre du bureau local du Parti Les Démocrates au Koufou, dans le Koufou. Il va nous dire les dessous de la descente de Boniaï la dernière fois à Dogbo et enfin l'actualité du web qui va nous revenir avec les différents sujets ces derniers jours sur la toile. Mesdames et messieurs, il y a de nouvelles rubriques sur l'Actu Matin et d'autres qui sont de retour. La nouvelle, je l'ai déjà dit, est Actu sur le net, qui est quand même un récapitulatif des sujets qui ont animé la toile ces derniers temps, avec à l'animation Florence Bossa et puis Instant 3, pour partager avec vous les notions d'intérêt du monde du droit. William Cliquant s'en occupe désormais et nous propose d'aller découvrir le code électoral actuellement sur la table des députés pour révision suivant les orientations de la Cour constitutionnelle la dernière fois. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, Patrice Talon a parlé encore hier et les journaux reviennent là-dessus ce matin. Fraternité qui titre en manchette ce jeudi Matin Photo Days après 2026. Patrice Talon nourrit l'espoir d'une dynamique continue. Caféo sur l'assurance santé. Oléa Bénin à l'écoute de ses prestataires. Et puis Cannes 2023. Le Maroc conquérant devant la Tanzanie. Zambie et Congolais dos à dos. Ils se sont séparés hier, un but partout. L'autre quotidien, célébration de la première édition de Vodou Days. Patrice Talon est clair sur le bien fondé de Vodou Days. Détail dans le quotidien. Le matinal, Patrice Talon au sujet de l'organisation de la première édition de Vodou Days. Page 2. Il dit ceci, rapporté par le quotidien. Notre ambition première est de révéler le vaudou au monde. Nouvelle expression, accaparement des domaines publics à Porto Novo. Le cas d'école à Doha, Alirobodo défie l'autorité. Par acrobatie, je suis arrivé quand même. Et puis le Soleil Bénin Info, combien ont coûté les Vodou Days? Patrice Talon apporte des clarifications. Le Figaro national présidentiel de 2026, enjeu et probable successeur de Patrice Talon. Vous avez la proposition, ma foi, du quotidien de quelques ténors et têtes de proue donc de l'actualité politique nationale. Le routier, recrudescence de l'infidélité dans certaines églises évangéliques. Le pasteur Évariste Zodémin débauche la femme de son fidèle. Vous avez les détails dans les pages du quotidien. Et puis Gasquiani Info, Patrice Talon à propos du budget du festival Vodou Days. En chiffres, ce n'est pas énorme, a-t-il confié l'événement du jour. Patrice Talon à cœur ouvert sur les Vodou Days. Nous devons révéler les valeurs du vaudou. Décryptage info, bon déroulement de pèlerinage à la Mecque, relecture des attributions de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels, la boussole pour prévenir le double emploi. Les salaires de certains agents de l'État ont été suspendus, rapporte la boussole. Maté libre. Eh bien, caucus des femmes parlementaires du Bénin, les députés démocrates prises au piège. Nous sommes de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Vodou Days après 2026. Patrice Talon nourrit l'espoir d'une dynamique continue. Caféo sur l'assurance santé. Oléa Bénin à l'écoute des prestataires, de ses prestataires. Cannes 2023, le Maroc conquérant devant la Tanzanie, Zambien et Congolais 2 à 2 hier.
Et donc, voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux paru ce jeudi matin dans Fraternité. On peut s'intéresser à cette nouvelle sortie de Patrice Talon au sujet donc des Voodoo Days. Une sortie bilan, doit-on dire. Le chef de l'État nourrit l'espoir en tout cas d'une dynamique continue au-delà de 2026, année de la fin de son deuxième quinquennat et... je dois dire Piqué, qui limite son séjour à la tête du Bénin. Alors, qu'est-ce qu'il espère? Il y a une ferveur au Bénin. Le monde adhère à cette dynamique et il faut que nos œuvres nous survivent. C'est ce qu'il a confié à ceux qui lui ont posé quelques questions liées à l'organisation de ce festival. Achetez Fraternité. À la page 3, vous avez le compte rendu de cette émission diffusée hier dans la soirée. Hier, c'était mercredi, et vous le savez, la tradition au Bénin, en tout cas au plan politique, eh bien, c'est le Conseil des ministres. Le rendez-vous a été tenu hier. Fraternité vous fait un petit point à la page 2. Il y a, entre autres décisions prises, l'encadrement du pèlerinage à la Mecque, le compte rendu intégral est dans les colonnes du quotidien qui met d'ailleurs aussi l'accent par ailleurs sur les différentes nominations qu'il y a eu à l'occasion. Au-delà du Bénin, Fraternité vous informe, notamment au sujet de l'actualité en Afrique. Vous avez déjà quelques informations, notamment sur la situation entre le Rwanda et la RD Congo. Vous avez quelques détails aussi sur l'état des villes africaines par rapport à la question du transport durable. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Fraternité vous informe donc. Et puis, la grosse actualité sur le continent depuis le samedi dernier, c'est bien la CAN qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. En tout cas, pour son édition 2023. Hier, on bouclait la première journée. Fraternité vous fait le point et ouvre les perspectives, notamment sur la deuxième journée qui commence aujourd'hui. Et précision pour précision, il n'y a que le Ghana et l'Égypte qui vont se rencontrer, doivent engager l'opération rachat. Nous prévient le journal, puisque le Ghana a été battu d'entrée pour son premier match, alors que l'Égypte a été tenue en échec. Alors que c'était deux équipes favorites. Alors, il faut se rattraper donc. Conseille vivement le quotidien, achetez le journal, informez-vous. Lisez un peu, abreuvez-vous à la source de la bonne information. C'est le meilleur quotidien à Cotonou. Tout à l'heure, vous aurez rendez-vous avec Ali Moumouni et Ghislain Radono qui vont revenir sur cette première journée des rencontres au profit donc, de la CAN 2023 qui était en terre ivoirienne. Ce sera lorsqu'on sera à l'étape donc des informations sportives. Pour l'instant, on va passer à l'actualité vue relayé par les caméras et micros de Canal 3 Bénin. C'est le bulletin de l'information sur l'actu matin. On est jeudi. Vous vous attendez certainement à Ingrid Day, non? Ce sera un monsieur que vous connaissez très bien. Bonjour Teddy Goudala. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME a procédé hier, mercredi, au lancement de la nouvelle plateforme dénommée Attestation d'identification de PME. Il s'agit d'un service public digital offert aux entreprises pour se faire identifier afin de bénéficier par la suite de l'appui de l'État. Clément Achadi a assisté à la cérémonie de lancement. Il nous dira ce qu'il a retenu de la séance. Et puis à Parakou, l'Institut national de la femme a initié un atelier qui a notamment mobilisé les acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre. Les participants ont échangé autour du thème clinique juridique et procès fictif dans la juridiction du ressort de la Cour d'appel de Parakou. Détail à noter tout à l'heure. Voici le bulletin. J'ai commencé à vous en dire deux mots. Attestation d'identification du statut des micro, petites et moyennes entreprises. C'est bien la dénomination de la nouvelle plateforme mise en service, dit par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Tanguy, vous le disiez tantôt, c'est un service public digital offert aux entreprises pour se faire identifier afin de bénéficier par la suite de l'appui de l'État. Le lancement de cette plateforme a eu lieu hier, mercredi, à Cotonou. Clément Achade et Eder Runkwevi étaient sur les lieux.
Après la mise en place de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ce lancement de la plateforme de demande d'attestation d'identification de statut de la MPME consacre le démarrage de la phase opérationnelle de l'ADPME, une innovation du guichet unique des PME dont le but est d'enregistrer l'ensemble des PME à travers leur statut et sur toute l'étendue du territoire national, afin de les faire bénéficier du soutien de l'État. C'est dans ce cadre que l'Agence de développement des PME a développé, avec une forte assistance de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, le portail de services publics, la plateforme de services publics de délivrance de l'attestation d'identification du statut de la MPME. La présente plateforme que nous avons l'occasion de vous présenter ce matin répond donc à l'exigence de cette disposition et va constituer le principal moyen de demande et d'obtention de la qualité de micro, petites et moyennes entreprises pour toutes les entreprises du Bénin désireuses de bénéficier des divers appuis publics. À ce lancement de la plateforme, le ministre et les autres acteurs de PME se réjouissent de cette étape du processus qui constitue le socle de la mise en œuvre des politiques gouvernementales visant la promotion des PME. Mais pour bénéficier des avantages et aides de l'État, la loi numéro 2020-03 du 20 mars 2020 portant promotion et développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin prévoit les conditions à remplir pour l'obtention de cette attestation. C'est justement pour faciliter l'accès à cette attestation que l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, a mis en place ces e-services, la plateforme de délivrance de l'attestation d'identification du statut de micro, petite et moyenne entreprise est un service public visant à faciliter l'accès des entreprises à la qualité correspondant à la catégorie requise selon les critères de classification définis par la loi. Le processus de demande de l'attestation d'identification est simple et facile d'accès. Les représentants des fêtières des PME ont exprimé leur satisfaction, mais aussi leur reconnaissance au gouvernement à l'occasion de ce lancement, avant de promettre qu'elles saisissent cette opportunité pour l'émergence de leurs projets d'avenir. Pour faire la demande de cette attestation en ligne, il suffit de se rendre sur la plateforme servicepublic.bj. À l'instant, Clément Achadé. Clinique juridique et procès fictifs dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou, c'est le thème central d'un atelier organisé par l'Institut national de la femme au profit des acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre. Les travaux se sont déroulés mardi dernier. Le point. L'atelier vise des échanges d'informations entre participants, des partages d'expériences et des propositions en vue de la manifestation de la vérité judiciaire. À travers la clinique juridique doublée d'un procès fictif qui s'ouvre ce matin, il s'agit pour l'INF d'une manière innovante de lutter contre les violences faites aux femmes en semant le réflexe INF dans la chaîne de protection des victimes et en intéressant les autorités administratives et judiciaires à une collaboration plus étroite dans la lutte et la prise en charge des femmes victimes de VBG. L'étape de Parakou entre dans le cadre d'une série d'activités similaires qui conduiront l'INF à s'informer des formes dominantes de violences faites aux femmes dans les juridictions du ressort des cours d'appel de Parakou, d'Abomey et de Cotonou. Il s'agit d'une manière plus spécifique d'initier un échange entre acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes afin d'aboutir à une procédure plus légère, accélérée et efficace. Les actions que mène l'Institut national de la femme s'inscrivent dans la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. À travers la clinique juridique et le procès fictif dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou, les organisateurs entendent relever des défis.
Nous espérons sincèrement de cette série d'activités qu'elle nous permet de nous entendre sur la lecture à donner aux textes relatifs aux violences basées sur le genre et à comprendre aussi les failles qui pourraient porter atteinte à la lutte contre les VBG. Zéro femme victime de violences sans assistance, c'est le thème de cette activité. Et c'est ce en quoi nous croyons à l'Institut national de la femme. Un peu plus chaque jour, malgré les difficultés, grâce à des femmes et des hommes d'exception, tels que vous ici présents. Le représentant du préfet salue l'initiative de l'INF qui, à ses yeux, permettra d'apporter des réponses aux maux qui minent l'épanouissement des femmes et des filles. Et l'atelier de Parakou s'inscrit dans la droite ligne des actions que mène le gouvernement dans ce sens. Les présentes rencontres constituent un creuset pour vous informer davantage sur les principaux cas de violence faites aux femmes afin d'alléger et de rendre plus efficace la procédure judiciaire pour une manifestation de la vérité et une meilleure protection des droits de la jeune féminine, ce qui pourra amener les victimes à se confier davantage au système judiciaire et de prise en charge. Précisons que l'atelier du 3 jours, soit jusqu'au jeudi 18 janvier 2024. Le Bénin entend se conformer à la réforme régionale qui consiste à harmoniser les examens du baccalauréat dans l'espace UEMOIR. Sur les images que vous allez découvrir, les ministres Yves Chabi-Kwaro et Éléonore Yaïla-Decan ont à cet effet procédé dans la matinée du 16 janvier 2024 dernier à l'installation du comité scientifique national composé de 25 membres. Ce comité rassemble des cadres de divers ministères impliqués. Le baccalauréat harmonisé se justifie par le désir des candidats nationaux d'expérimenter le baccalauréat étranger. Le comité est présidé par un bureau de 3 membres, dont le président est Ansek Kwame Gomez. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, pour finir, nous allons à présent parler spirituel avec les populations d'Anéro au Togo, qui ont vécu le week-end écoulé un spectacle inédit hors du commun. Le vaudou Zangbeto a circulé sur les lagunes sur une distance d'1 kilomètre. Autre fait insolite de ce spectacle, les dignitaires ont fait usage d'un téléphone traditionnel pour guider à distance le Zangbeto sur l'eau. Admirons ensemble ce spectacle. Attroupés en bordure de la lagune d'Anéro, ces hommes et femmes s'apprêtent à vivre un spectacle inédit. Le vaudou gardien de nuit, appelé Kélégbéto au Togo et Zangbeto au Bénin, va traverser le cours d'eau sans sombrer. Ce n'est pas n'importe quel spectacle de Zangbeto. Aujourd'hui, Zangbeto va traverser la lagune. D'habitude, on traversait de l'autre côté, mais à cause des mangroves, on s'est déplacé ici. Et le monsieur derrière moi, le grand prêtre, est en train de donner l'ordre à la divinité de traverser. Parmi les dignitaires réunis sur la berge, un objet spécial attire l'attention. Des bouts de bois sculptés en statuettes sont ici utilisés comme téléphone. Grâce à ce moyen de communication, le dignitaire donne des ordres aux Zangbeto à distance. Portable que les infirmières, Africa beso ye yovo so portable ya nu kebela wa mi ko vodu que le siadia ko vodu ko la no se adme gbalo matin se o vodu que le siadi won wa nye ku lo no ponupo mi ku lo no ponupo ye le ke communication le bele no do mi la no se c'est pas passer la me boma ga se o. Même si nous n'avons pas pu entendre la voix de celui qui est au bout du fil de l'autre côté, la communication semble bien passer. Le Zangbeto suit les directives à distance. En moins d'une dizaine de minutes, le vaudou rejoint la berge. Il est accueilli
par ses libations et des chansons. Tout de passe-passe ou réalité, ce téléphone traditionnel, selon les informations recueillies en caméra, était l'un des moyens par excellence de communication entre les ancêtres africains. Mais seul un initié peut s'offrir ce mode de communication qui n'a besoin ni de crédit ni de forfait appel. Et voilà, le vaudou Zangbeto a circulé sur l'eau. Oui, on peut montrer tout le pouvoir de ces cultes endogènes. Merci beaucoup à vous, Teddy, pour la présentation. Vous passez une très bonne journée. Demain, vous verrez par ici Wahabali Para pour vous accueillir pour le bulletin. Merci, mesdames et messieurs, on va passer maintenant aux informations des sports. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, on fait un petit bilan de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire actuellement. Et pour faire le décryptage de cette première journée, un invité sur Actu Matin, Ghislain Radonou, passionné de football. Monsieur Radonou, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors, on commence déjà par les matchs d'hier. Oui, Tanguy, pour la 5e journée, donc en termes de journée de rencontres disputées, mais pour le compte de la première journée en termes de matchs disputés par chaque groupe, il y a donc les premières explications qui ont été disputées au niveau du groupe F. Hier, le Maroc, l'un des favoris, attendu à confirmer face à la Tanzanie, score à l'arrivée, 3-0, même si dans le fond, il y a assez de discussions, assez de débats qui peuvent se faire autour de la performance des Lions de l'Atlas. De toutes les façons, Hakim Ziyech et ses partenaires se sont imposés à l'arrivée sur le score de 3-0. De l'autre côté, la République démocratique du Congo était face à la Tanzanie en deuxième heure pour la dernière explication, comme temps pour les rencontres de la première journée. Un but partout entre les deux formations, entre l'équipe de la R de Congo et Loan Wissa qui ouvre son compteur pour une première à la Coupe d'Afrique des Nations. Un but partout entre la R de Congo et la Zambie au classement de ce groupe F. On aura donc le Maroc premier au classement général avec 3 points plus un goal de plus 3 logique avec ses 3 buts inscrits. Et puis la R de Congo qui est deuxième avec un point à égalité de points avec la Zambie qui totalise aussi un point, et puis la Tanzanie qui est donc, je dirais, le petit poussé du groupe qui totalise pour cette première journée 0 points. En tout cas, il reste encore 2 rencontres à disputer pour chaque équipe en attendant donc le prochain tour où on aura également les 2 meilleurs troisièmes qui pourront se qualifier en cas de ballottage favorable, Tanguy. Donc voici pour ce qui concerne les rencontres de la première journée ce matin. Avec notre invité Ghislain Radonou, on va faire le point de ces différentes rencontres, ces différentes explications, parler des équipes qui ont confirmé, des équipes qui ont déçu, et ce sera bien sûr, Tanguy, le sujet que nous allons mener ensemble ce matin. Ghislain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez suivi les rencontres d'hier entre le Maroc et la Tanzanie, et l'autre rencontre également entre la RD Congo et puis la Zambie. Alors, vous, de votre posture de passionné, qu'est-ce que vous avez remarqué lors de ces explications? Oui, concernant le premier match entre les Lions de la Trace du Maroc face à l'adversaire de la Tanzanie, les Marocains ont confirmé leur statut de leader après leur belle prestation à la dernière Coupe du Monde. Et vous avez vu que dans le fond de jeu, ils ont présenté un football chatoyant que moi j'ai vraiment apprécié, et ce qui a permis aux Lions de la Trace de venir à bout de leur adversaire, les Stars de Kilimanjaro.
Mais quand on regarde cette explication, moi je pense qu'à un moment donné, le carton rouge de la Tanzanie, le Maroc avait quand même une possession, mais un tout petit peu stérile. Oui, malheureusement, ce carton rouge a changé le cours du jeu. Dans le football, quand vous évoluez en infériorité numérique, c'est difficile de gagner. Il y a certains matchs comme ça, hein. Mais déjà, bon, pour moi, ce carton rouge n'a pas changé grand-chose parce que vu la prestation et les matchs amicaux qu'a livré les Lions de la Trace, je m'attendais déjà à une telle victoire écrasante. Hein? Ah oui? Oui. Sérieusement, on a vu quand même une première partie assez relativement équilibrée. Hein? Oui, les Tanzaniens ont prouvé qu'ils ont aussi quelque chose à vendre, mais le football du 90 minutes, il ne faut pas seulement avoir un temps fort pendant quelques minutes aussi. Et justement, je pense que le carton rouge en est pour quelque chose parce qu'on a vu aussi pour les autres explications où il y a eu des cartons rouges, ce qui a changé carrément le cours du jeu, que ce soit entre la rencontre entre le Cameroun et la Guinée, où il y a eu ce carton rouge qui a permis au Cameroun de revenir au score, ou encore de l'autre explication, bien entendu. Alors, pour ce qui concerne le match entre les Léopards de la RDC contre les Chipolo de la Zambie, c'était un match amplement disputé. Moi, je m'attendais aussi à un match nul. Ah bon, sérieusement? Ils avaient une domination insistante. Vous savez, le football, ce n'est pas le dominé qui gagne. Malgré cet mandat offensif congolaise, amené par Sidi Bakambu et Wissa, mais ils n'ont pas su concrétiser les nets occasions qu'ils ont eues. Oui, justement. Du côté de la Zambie, on savait que la Zambie a encore quelque chose à vendre. Elle avait remporté cette compétition en 2012 face à l'équipe de Didier Drogba. Donc les Chipolo étaient aussi attendus. Et je pense que la prestation était assez curieuse. Hein? Les relances avec des lignes qui sont brisées, au-dessus desquelles qui sont sautées, au-dessus desquelles ils passent et qui ne donnent pas de résultats. Est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont continué à insister sur ce style? Oui, ils ont pris le temps d'étudier aussi les faiblesses de l'adversaire. Ils ont préféré jouer en bloc derrière et puis contre-attaquer. Parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Ils ont profité de cette erreur du gardien sur la touche. Oui, c'est comme ça. Il y a des moments forts pour chaque équipe et les temps faibles pour chaque équipe. Donc il faut tout profiter de ces temps forts pour dominer l'adversaire. Alors, vous ne pensez pas qu'à un moment donné, s'il faut le dire ainsi, c'était peut-être à cause de la défense bien structurée de cette formation zambienne que la R de Congo n'a pas pu trouver, en fait, vraiment prendre l'avance véritablement sur cette équipe, parce qu'on a vu des couvertures quand même qui étaient quand même assez très régulières pour permettre donc à la défense de se dégager. Oui, depuis que moi j'ai l'habitude sur les matchs de cette équipe zambienne, elle joue toujours en bloc. Elle part déjà de la défense, et puis les défenseurs qui alimentent les milieux du terrain qui partent du côté. Donc chaque équipe essaie de mettre en place son système de jeu. Si vous voyez que déjà au milieu du terrain, vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour empêcher l'adversaire de développer son jeu, il faut d'abord mettre en place un système défensif. Et c'est ça qui a marché, c'est ça qui a empêché les Léopards de la RDC de ne pas pu trouver le chemin de filet à plusieurs reprises. Alors, moi j'ai plutôt remarqué qu'ils ont eu une ligne de défense assez solide et assez efficace, très présente. Vous parlez des Zambiens, bien entendu, avec Moussonda qui est vraiment assez percutant et assez présent et très engagé dans cette défense zambienne. Alors, pour vous, lors de cette explication, quel joueur vous a beaucoup plus impressionné? Dans ce match, j'ai été vraiment impressionné par le joueur congolais, le Dossa, Wissa. Yohan Wissa, oui, le joueur de Brentford, prêt à tout faire. Il a créé des occasions de but, malheureusement, ses partenaires n'ont pas su profiter de ses efforts. Il avait aussi une occasion où il pouvait véritablement faire le break. Il a préféré passer il a été trop altruiste. Avec Bakambu, malheureusement, il n'a pas pris l'information par rapport à la position de Moussonda. J'avais l'impression comme s'il voulait retourner l'ascenseur à son partenaire qui lui a servi. Mais justement, ça arrive souvent, surtout avec Yohan Wissa, un joueur très altruiste quand vous le voyez jouer à Brentford, un attaquant de pointe, mais qui je dirais fort heureusement arrive à faire assez de passes décisives. On va passer maintenant aux autres rencontres qui ont été disputées. Ma première question sera de vous poser, de savoir pour vous quelle équipe vous a beaucoup impressionné au cours de ces premiers matchs disputés.
Franchement, j'ai été émerveillé par l'équipe namibienne. La Namibie? Oui, j'ai été vraiment impressionné. Qu'est-ce qui vous a impressionné? La solidité, la solidité, c'est ce qu'on appelle le fighting spirit. Cette équipe, l'esprit de combativité. Oui. Ils ont joué sans crainte, ils n'ont rien à perdre. C'est ça en réalité une équipe. Quand vous avez la volonté, vous finirez toujours par gagner. Certains sont arrivés en pensant que bon, le match est gagné avant de monter sur la pelouse. Est-ce que vous avez vraiment eu une équipe qui est montée sur la pelouse à cette édition de la CAN en donnant l'impression qu'elle a été déjà battue à l'avance? Toutes les équipes se sont battues, hein? Même jusqu'à la Tanzanie hier qui a encaissé 3 buts au début, ben, ils étaient fous, hein, sur le terrain. Oui, aujourd'hui le football africain a évolué sur plusieurs plans. Il n'y a plus d'équipes de petites ou de grandes. Toutes les équipes se valent. Donc c'est déjà un investissement pour les grosses équipes africaines qui pensaient qu'ils vont dominer ou bien étriquer leurs adversaires. C'est ce qui est arrivé à l'Égypte, au Ghana, les Black Stars du Ghana, le Cameroun également. Et je pense que cette CAN, vraiment, elle nous réserve beaucoup de surprises. Alors, quand vous parlez de cette formation namibienne, vous avez parlé de leur engagement. On sait que la Namibie, on s'attendait à voir un certain Peter Chalolilier, qui est bien sûr le capitaine de cette formation, l'attaquant de pointe, je dirais, farouche de l'équipe de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. On l'a vu son retour lors de l'African Football League en finale, alors qu'il a manqué toutes les rencontres. Il revient et c'est lui qui ouvre le score pour une première, tout simplement, dans la compétition. Mais pour cette rencontre, on l'a vu quand même aussi percutant, mais finalement, c'est un certain Deon qui permet à l'équipe de l'emporter. Mais vous, quand vous avez vu, certes, l'équipe namibienne a été percutante, mais de l'autre côté en face, l'équipe de la Tunisie, à votre avis, est-ce que on peut dire que la Namibie a été largement au-dessus de son adversaire, ou bien de l'autre côté, c'est l'adversaire qui n'a pas su mettre en place, je dirais, un fond de jeu, ou encore n'a pas été suffisamment engagé? Oui, je pense que c'est... Parce qu'il faut préciser que la Tunisie fait partie des équipes mondialistes lors de la dernière et favorite pour cette CAN aussi. Oui, je pense que c'est le système de jeu mis en place par l'équipe namibienne qui a empêché les joueurs des équipes de Qatar qui n'ont pas su concrétiser d'abord les occasions d'être qu'ils ont eues. Il y a également le milieu défensif de l'équipe namibienne qui a déjoué le système de jeu mis en place par le coach tunisien. Dans le football, vous savez, quand l'adversaire vous prive du ballon... Faites beaucoup attention au micro là. Bon. Quand l'adversaire vous prive du ballon, vous n'avez aucune chance de venir à bout, de pouvoir trouver les occasions de but pour pouvoir gagner le match. Or, le football se joue sur des détails. Quand vous avez votre temps fort et que vous n'arrivez pas à concrétiser, et que l'adversaire reprend le match et se retrouve dans le match, il finira par... C'est ce qui est arrivé à l'équipe de l'Afrique du Sud. Bien entendu, face au Mali, c'était quand même très difficile pour les Sud-Africains qui ont eu le pénalty même qu'ils ont tué. Qui a été raté par Percy Tao. Alors, monsieur Adonou, vous avez suivi ces premières rencontres, on avait parlé de ça. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'impression donnée par ces équipes que nous appelons surtout les favoris, les grandes équipes qui sont dans cette compétition? Comment est-ce que vous appréciez l'impression pour cette première sortie? Oui, je prends d'abord le cas de Black Stars du Ghana. Oui. J'ai été déçu par la prestation des Black Stars. J'ai l'impression comme si certaines équipes sont arrivées en pensant qu'ils ont déjà gagné les matchs face aux outsiders. Le Ghana ne s'attendait pas que l'équipe, son adversaire allait... Ils avaient perdu 2-1, je pense bien. Les Black Stars ne pensaient pas qu'ils allaient perdre ce match-là. Il faut que les frères Ayou plus de leurs réserves pour pouvoir permettre à cette équipe de remporter leur deuxième. Mais pour vous, quel a été le défaut des joueurs ghanéens? Je pense qu'il y a un peu la fatigue. Ah oui? Oui. Et aussi, ils n'ont pas su préparer... La fatigue ou l'âge? J'ai l'impression que c'est... Mais j'ai vu, pour moi, par contre, un essai de confiance. Il n'y a pas eu ce joueur de Ghanéen qui n'a pas fait plus de 4 touches à chaque fois qu'ils ont le ballon. Ça ne libère pas très vite. Et l'autre aussi, l'erreur de l'entraîneur, vous n'avez pas remarqué ça? Parce que moi, je me disais, juste après l'égalisation, l'équipe s'est retrouvée. Il y avait maintenant beaucoup plus de doublement qui se faisait. Et brusquement, ils sont en même temps 3 attaquants et ils mettent 3 autres attaquants. C'est ça aussi le calcul des coachs. Parfois, ils pensent que, bon,
dans le cours du jeu, quand vous faites le changement et que le nouveau entrant allait apporter un de plus, un peu malheureusement, parfois ça ne marche pas. C'était juste la malchance du côté des Black Stars. On a encore une minute. Oui, pour ce qui concerne les Camerounais qui ont aussi manqué leur entrée face à la Guinée équatoriale. Bon, sincèrement, je n'ai pas compris le système de jeu de Rigobert Song. Il va falloir qu'il reprenne son dispositif. Les Camerounais étaient vraiment orphelins de leur... Même de l'autre côté aussi, il y a Naby Keïta qui n'est pas présent. Naby Keïta qui est en méforme et un peu blessé. Donc, il a dû être, je dirais, gardé, préservé par Kaba Diawara. Et donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, les deux équipes étaient affaiblies. Mais est-ce que quand vous regardez cette formation camerounaise, certes, le Cameroun a l'habitude de surprendre, mais quand vous regardez les individualités, est-ce qu'elle a vraiment les atouts, les armes véritablement pour aller loin dans la compétition? Ce serait vraiment difficile de le dire parce que le Cameroun n'a pas présenté le football auquel il nous a habitués. Le football soccer, comme on l'appelle, ce qui part tout de la défense en retrouvant les milieux de terrain et puis qui nourrissent les attaquants. Et qui ne saute aucune ligne. Alors, pour vous, l'équipe ira loin dans cette compétition. Vous avez vu quand même le visage de... Oui, sans aucun doute. Le Sénégal a attendu. Cette équipe est la tenante du titre. Elle n'a rencontré que la Gambie, décidément. Oui. Aussi avec mon micro ce matin. Excusez. Oui, le Sénégal, je pense que le Sénégal sera dans le carré d'as. Il y aura également la Côte d'Ivoire qui joue sur ses propres installations. Et peut-être l'Algérie. La Namibie, pourquoi pas? Bon, la Namibie, j'attends. En tout cas, ils ont été la Guinée-Conakry, pourquoi pas? Bon, oui, justement, ils ont des individualités, mais pour le moment, il faut reconnaître que surtout les premières journées ont souvent été difficiles, surtout pour les cadres. Et donc, à partir de la deuxième journée, c'est vrai qu'on aura des affiches vraiment choc. Ah oui, absolument. C'est ce que nous avons tout à l'heure à donner les points. Allez, on y va rapidement, oui. Je dois... Pour finir, avant de poursuivre avec les affiches, votre coup de cœur? La Namibie. C'est une équipe assez solide que j'aime bien. J'aime bien la combativité aussi des Guinéens qui n'ont rien lâché face justement aux Camerounais. Je pense que c'est quand même cette impression désormais qu'il faut en tout cas avoir de ces équipes désormais qui savent que on peut être devant, je ne sais pas quelle équipe, les Pharaons ou je ne sais pas trop quoi, on peut toujours se défendre. Et désormais, on a quand même une CAN qui a un niveau assez relevé où les équipes partent avec toutes les chances, les mêmes chances, faut-il dire, et jouent crânement justement leurs possibilités. Alors, Ghislain Hadonou, on va finir. Votre coup de cœur aussi? Oui, mon coup de cœur, ce sont les requins bleus du Cap-Vert. Oui, impressionnante performance face au Ghana. Cet engagement jusqu'à la fin de la rencontre où ils ont su arracher la victoire in extremis face aux Ghanéens. Alors, Tanguy, la suite, c'est aujourd'hui, on aura les rencontres chocs qui vont démarrer, à part donc cette explication entre la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau prévue pour 15h. On aura l'autre explication entre la Côte d'Ivoire à 18h et le Nigeria. Voilà, pour ainsi dire, les affiches de cette journée du 18. Et puis ensuite, pour finir, il y aura la rencontre entre l'Égypte et le Ghana à 21h. Tanguy, voici pour le point où nous avons fait concernant le tour rapidement. Oui, juste un dernier mot, vraiment rapidement, parce que la rencontre la plus attendue ce soir, c'est la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Au Nigeria, ce sera fou, certainement. Oui, ce sera un match. Le Nigeria doit prouver ce soir si il compte aller très loin. Et les Black Stars également doivent sortis de leur topeur pour pouvoir venir à bout des Pharaons d'Égypte. Allez, chers messieurs, merci beaucoup d'être passés par ici, chers amoureux du football. C'était donc le petit point de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Les matchs sont intéressants, ceux annoncés pour la journée d'aujourd'hui, comptant donc pour la deuxième journée de cette compétition continentale. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on reviendra par ici, Ali, pour en parler. Ce sera certainement lundi prochain, puisque demain, vous aurez à discuter avec Wahab Alikbara. Mesdames et messieurs, mon invité est au téléphone ce matin. Il a déjà décroché mon appel. Voici donc l'invité.
La fête aux cadeaux, c'est maintenant chez Microland Informatique. Des offres exclusives Noël pour vous jusqu'au 10 janvier 2024. Des réductions exclusives jusqu'à moins 40% sur toutes nos gammes de produits informatiques, imprimantes et copieurs, équipements de vidéosurveillance X-Vision, fournitures en papeterie et bureautique et plein d'autres accessoires. Avec Microland, c'est jusqu'à 12 mois, voire 3 ans de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Nous vous proposons aussi des solutions d'impression sur mesure à travers notre service de location d'imprimantes pour vous dépanner. Nous sommes situés à Ganry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. Microland Informatique vous souhaite de belles fêtes. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. Je l'ai dit, l'invité au téléphone, il s'appelle François Baudot, vice-président de la section du COUFO du Parti Les Démocrates. Monsieur Baudot, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin. Nous allons essayer d'avoir quelques confidences de vous au sujet de cette descente dimanche de Boni-Yayi sur Dogbo. C'est votre section départementale qui a demandé à Boni-Yayi de venir à Dogbo. Quelle était l'urgence? Pourquoi vous sollicitez l'ancien chef d'État? Oui, merci, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, l'ancien chef d'État, l'actuel président du parti de l'opposition, les démocrates, a effectué effectivement son déplacement sur Dogbo, dans le département du Koufo, le dimanche passé. C'est la base qui a sollicité sa venue dans le département. Vous savez, depuis la création du parti, les différentes coordinations du parti dans le département ont souhaité avoir leur président d'honneur. Mais c'était peine perdue. Mais la pression a monté d'un cran, surtout quand il est devenu président du parti après le congrès du Parakou. Et cette fois-ci, bon, c'est la bonne, et il a fait le déplacement. Il a fait, et c'était bien. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il devrait venir? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'urgent, à part quelques crises intestines inhérentes à toute organisation que vous aviez connues? Bon, c'était une séance de rencontre entre militants à la base et président du parti. Bon, c'était pour quelques causes de réconciliation entre militants, parce que vous savez, les petits problèmes ne manquent pas après les échéances passées, et il a profité aussi pour nous remobiliser pour les échéances futures. Alors, quand il est passé maintenant, les problèmes se sont tus? C'est fini? C'est réglé? Bon, vous savez, c'était des problèmes de cohésion de groupe. Bon, quand il est passé, notre président a ramené chacun à la raison, et puis désormais, on est unis plus que jamais pour l'atteinte de nos objectifs. On a l'impression qu'il n'était pas venu vraiment pour vous, puisque dans tout son discours, il a tout le temps parlé de son successeur. Dans son discours, il n'a rien dit justement pour, en tout cas, signaler ce que le parti veut faire, par exemple, à Dogbo quand il aura pris le pouvoir. Est-ce que ce n'est pas un échec de votre démarche? Il a passé tout son temps à parler de son successeur. Non, bon, vous savez, bon, notre président, bon, il est venu, c'était l'objectif, il est venu pour nous unir davantage, pour nous parler. Bon, cela n'en manque pas. Comme il aime tant le Bénin, il a profité pour prodiguer quelques conseils à son successeur pour la bonne marche des choses dans le pays. Monsieur Baudot, comment les populations sorties ont-elles pu prendre les invités à la prière de Boni-Yayi? Ah, vraiment, les populations ont beaucoup applaudi, quand l'ex-président Yayi demande de prier pour l'actuel président de la République. Vraiment, les populations ont beaucoup applaudi. Et tout le monde a vraiment aimé
parce que pour l'actuel président du parti Les Démocrates, celui qui a déjà géré ce pays pendant 10 ans, il connaît ce qui est dedans, il connaît ce qui est dans cette fonction, les pressions qu'on reçoit, ainsi de suite. Bon, il a demandé de prier pour lui afin que Dieu, qui donne le pouvoir, l'aide à dominer toutes ces pressions et à ne pas tourner dos au peuple. Il est allé même jusqu'à dire de ne pas l'insulter. Est-ce que ce n'est pas de l'ironie quelque part? Est-ce que ce n'est pas une sorte d'hypocrisie politique? Est-ce que ce n'est pas que de la communication? Non, le président du parti Les Démocrates était sincère dans ce qu'il dit. Vous savez que lui place Dieu au-dessus de tout. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui connaît le cœur des chefs. Et c'est Dieu qui peut guider les chefs à faire bien pour le peuple pour lequel il les a choisis. Les populations sont sorties massivement au point même qu'on a été un peu surpris par la mobilisation. Mais on apprend dans les coulisses, M. Bodo, que c'est parce que l'argent a circulé. Vous confirmez? Non. L'argent n'a même pas du tout circulé. L'argent n'a même pas du tout circulé. Il y a des gens qui ont été transportés, non? Et à la fin, ils ont eu quelques petits sous. Non, pas du tout. C'était spontané. Nous-mêmes, on a été surpris. On a été surpris par la sortie massive de la population pour venir rencontrer le président, l'ancien chef d'État du Bénin. Qu'est-ce que ça a coûté à votre coordination, cette mobilisation? Non, mais ça n'a rien coûté, à part on a organisé l'organisation, comment il faut mettre les chaises et autres. À part ça, c'est fini, ça n'a rien coûté, pas grand-chose. Dogbo a accueilli une initiative engagée par Boni Yayi quand il était encore président et qui a porté le même nom, le nom de la localité, l'initiative de Dogbo. Qu'est-ce que c'est devenu, cette initiative? L'initiative de Dogbo, bon, vous savez, lui il est parti, là, bon, le nouveau est là, bon, lui n'a pas continué dans ça, bon, c'est là, si le nouveau chef d'État veut continuer dans l'initiative de l'ancien, bon, vous pensez que ça sera pérennisé. Mais est-ce que la population ne devrait pas aussi prendre la chose par elle-même et la faire prospérer? Oui, mais les populations vont le faire, mais il faut que quelqu'un leur donne le courage de continuer, il faut que quelqu'un les suive pour que ça puisse être chose faite. Et vous êtes un leader local, vous devrez aussi porter la chose. Oui, c'est vrai. Mais... Alors, est-ce que vous avez fait la question à Boni Yayi sur ses réelles intentions alors, quand il lançait cette affaire-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous discutez avec lui pour avoir ses sentiments sur l'échec? Bon, lui, il a déjà fait ce qu'il a pu faire. Il a déjà fait ce qu'il a pu faire. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient aux nouveaux dirigeants qui sont là de pouvoir suivre toutes les réalisations qui ont été déjà faites par l'ancien pour que ça puisse être pérennisé. Alors, l'ancien chef d'État était passé dimanche donc, les populations ont applaudi. C'est à se demander si réellement Boni Yayi a fait quand même quelque chose pour cette partie du Bénin. Monsieur le journaliste, avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que l'événement du dimanche dernier à Dogbo ne concerne pas Dogbo seul, mais c'est tout le Koufou. Donc, les militants ont quitté toutes les communes du département pour venir rencontrer leur président Dogbo. Donc, si je dois parler de ce que Boni Yayi a fait pour le département du Koufou pendant ces 10 ans de gouvernance, vous voyez que on ne peut pas quitter ici. Mais néanmoins, je peux citer quelques-unes réalisations. Voilà. Dans le temps, malgré la position d'opposition radicale du Koufou face au régime de Yayi, de Yayi dans le temps, le président Yayi a réalisé plusieurs infrastructures que je peux citer entre autres. Vous voyez la voie goudronnée Kolodo, Kome, Lokosa, Dogbo avec double voie à l'entrée de Dogbo. Vous avez également la voie goudronnée Dogbo, Toviklen. Vous avez la voie goudronnée Toviklen Koulekame. Vous avez la voie goudronnée Toviklen à Djahome. Vous avez la voie goudronnée Koulekame Lalo. Vous avez le centre universitaire d'Aplakwe, le grand lycée agricole d'Adjahome, le lycée technique de Djakotome, le lycée technique de Dogbo Kodara. Vous avez également le démarrage des travaux de barrage hydroélectrique d'Adjarara dans Aplakwe, ministère d'omnisport synthétisé de Djakotome, quelques pavés
pavé avec des lampadaires dans la ville d'Azové, la promotion des filles et fils, surtout du Koufo. Hein, c'est une longue liste. Des ministres, on n'en parle pas, des DG, des DC, bon, ce qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans le département. Est-ce qu'aujourd'hui, au terme de ce meeting, qu'est-ce que vous avez retenu pour la suite? Pour la suite, oui, non, on a retenu, comme il est venu nous remobiliser, la suite, c'est que nous, on va se mettre réellement sur le terrain afin que les objectifs, les échéances futures puissent être de notre côté, afin que, vous savez, un parti est là pour gagner le pouvoir et on se prépare activement pour cela. François Bodo, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Vous êtes vice-président de la section du Koufo du Parti Les Démocrates. Vous êtes dans le bureau national du parti. Vous êtes le 9e vice-président. Si mes précisions sont bonnes, je n'ai pas dit de fausseté. Merci, monsieur le président, c'est juste. Merci beaucoup. Bonne journée chez vous dans le Koufo. Merci. De retour à Cotonou. Mesdames et messieurs, on va marquer la pause maintenant. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût. La fête aux cadeaux, c'est maintenant chez Microland Informatique. Des offres exclusives Noël pour vous jusqu'au 10 janvier 2024. Des réductions exclusives jusqu'à moins 40% sur toutes nos gammes de produits informatiques, imprimantes et copieurs, équipements de vidéosurveillance X-Vision, fournitures en papeterie et bureautique et plein d'autres accessoires. Avec Microland, c'est jusqu'à 12 mois, voire 3 ans de garantie. Service après-vente et livraison assurée. Nous vous proposons aussi des solutions d'impression sur mesure à travers notre service de location d'imprimantes pour vous dépanner. Nous sommes situés à Gonry, en face de la librairie Notre-Dame. Contact 95 95 28 24. Microland Informatique vous souhaite de belles fêtes. La légende raconte qu'elle constituait la garde rapprochée du roi. Les Amazones du Dahomey étaient de redoutables guerrières. Elles ne reculaient devant rien. On les surnommait les Minons. Elle existe encore? Oui, mon bébé. Une Amazone vit en chacune de nous et recherche toujours le meilleur pour le bien-être de sa famille. Comme toi, maman, t'es ma guerrière. Vitalor est sans cholestérol. Elle s'adapte à toutes vos habitudes culinaires sans altérer le goût des aliments. Riche en vitamine E et économique. Vitalor, nous partageons avec vous bien plus qu'une histoire de goût.
De retour sur Actu Matin pour l'instant débat. La transition l'a annoncé peut-être, mais on n'y aura pas droit. On va passer directement à nos discussions ce matin avec deux sujets. La rencontre UPR et BR tout récemment. Les patrons au sommet de ces deux partis se sont rencontrés et ont discuté en début de semaine. On dira 2 mots à ce propos. Ce n'est pas la première fois que les leaders de ces deux partis politiques sont allés à des confidences entre eux. On parlera aussi de cet échec, le tout premier de la loi sur l'amnistie proposée par les députés de l'opposition au Parlement béninois, avec cet avis négatif de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Chers messieurs, j'ai un plateau assez riche et rempli aujourd'hui. William, bonjour. Eric, bonjour. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. Il y a donc notre premier sujet qui concerne l'UPR et le BR, les deux partis qui se revoient pour réitérer leur volonté à travailler ensemble. Est-ce que ça ne devient pas un fait banal sur la scène politique nationale, Eric? Parce que ce n'est pas la première fois. Je pense que les deux partis politiques ont trouvé la formule de se mettre ensemble. Déjà que le point commun, c'est qu'ils accompagnent les actions du programme d'action du gouvernement. Et donc, ça va de soi qu'au plan politique, ces deux partis puissent trouver le pont qui puisse leur permettre de pouvoir aborder certains sujets de façon commune. Et je pense que, bien au-delà, il y a un accord de gouvernance qui lie les deux partis, notamment sur la gestion de certaines communes. Vous savez que ce serait mal vu que dans une commune, les conseillers BR et conseillers UPR se chargent régulièrement. Donc je pense qu'ils ont trouvé la formule, à travers cet accord de gouvernance, de pouvoir travailler ensemble. Mais bien au-delà, je pense que de ce que j'ai pu noter des échanges, il sera mis en place des comités, des commissions au niveau des deux partis politiques, par exemple pour la gestion de la communication. Donc, pour aborder tel sujet, Autant créer un seul parti politique, non? C'est pas mieux ça? Pour aborder tel sujet ou tel sujet, les deux partis vont se concerter pour que la décision soit commune. Franck, il faut mieux créer un seul parti politique, c'est pas mieux ça? Si on veut créer une bonne cellule de communication entre les deux partis, se communiquer sur les actions qu'on veut faire, etc., ça devient un seul parti. Moi, je pense que ce serait peut-être l'idéal. Ça va réduire davantage le nombre de partis politiques et nous amener à respecter davantage également l'esprit du système partisan qui veut que nous finissions avec des pléthores de partis politiques que nous avons enregistrés au lendemain de la conférence de 1990. Mais je pense que pour avoir tiré des leçons des différentes luttes électorales qu'ils ont eu à mener, ces partis politiques ont pris conscience que sur le terrain, si on doit continuer par se chamailler, si on doit continuer par se flécher, le résultat ne sera pas atteint, parce que le paysage politique aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a, disons, au début de la naissance de ces deux grands blocs-là. Il y a maintenant l'opposition, le parti Les Démocrates, qui est en train de faire du travail sur le terrain. Les FCBE aussi. Les FCBE aussi, qui sont aussi de... Les MPL, qui auront leur mot à dire forcément. Et donc, nous avons vu même lors des campagnes électorales des militants UPR et BR qui se sont clashés sur le terrain, qui se sont envoyés des flèches, des piques, et ça ne donne pas toujours une bonne image. Je pense que cette rencontre-là, ça devrait même se tenir, à mon avis, entre tous les partis politiques. Parce que, pour moi, il y a des questions essentielles qui concernent la vie de la nation, sur lesquelles tous les partis politiques, que vous soyez même de l'opposition, de la mouvance bleu ou vert, vous devez vous entendre sur ça, ne serait-ce que pour garantir l'harmonie au sein du pays. C'est quand même curieux ça, non? Cet alliage, cet attelage, William, des capitalistes BR qui s'acoquinent avec des socialistes progressistes. Comment on fait ce mariage-là? Là, vous parlez des idéologies. Oui, évidemment. Évidemment. Maintenant, si tous deux soutiennent un pouvoir capitaliste et que tous deux ont presque la même idéologie, qui n'est que l'action ou le bilan de Patrice Talon, des actions menées par Patrice Talon, là,
il n'y a carrément pas d'idéologie politique. Je crois qu'on a du mal à avaler cette pilule parce que nous ne sommes pas habitués à cette façon de faire. Et les politiques non plus, parce qu'ils ont été habitués à faire des alliances toute leur vie. Le président Soglo, en venant au pouvoir, n'avait pas de parti politique, mais après, la Renaissance du Bénin a été créée. C'est cette formation qui a été sa formation politique durant tout le mandat, si mes souvenirs sont bons. De l'autre côté, le président Kérékou, jusqu'à son départ avec l'UBF, il y avait des alliances qui étaient possibles encore avec l'organisation juridique de l'atmosphère politique à l'époque, ce qui faisait que les grands ténors, qu'ils soient des poids lourds ou des poids légers ou des menus frétins, parce qu'il y en a aussi en politique, ils s'entendaient dans un même... je vais dire, dans un même creuset pour soutenir les actions d'un président de la République. On parlait de coalition au pouvoir la plupart du temps. Boni Yayi, c'était le cas. La FCBE n'est devenue parti politique après le départ de Boni Yayi. Sinon, pendant les 10 ans de Boni Yayi, la FCBE était une coalition, c'était une grande alliance avec beaucoup de partis politiques. Donc, nos politiques ont appris à soutenir ensemble un chef d'État, mais en ayant comme chasse gardée leur électorat, leur base, leur parti politique, autrefois de quartier ou de communes à la limite. Et donc, l'ADN n'a pas vraiment quitté, ce qui fait que même quand la réforme très brandie du système partisan est en vogue, on a du mal à voir en une seule unité, en une entité unique, exclusive, tous les acquis à la cause du président Patrice Talon pour soutenir son mandat. Et c'est pour cela que ces deux formations politiques à ancrage varié territorialement parlant, une un peu plus en avant dans l'hémisphère nord et l'autre au sud, on a du mal à voir tout le temps ces partis discuter. Maintenant, il parle d'accord de gouvernance dans les communes. Moi, je pense que ce n'est pas le principal sujet et que cet argument ou cette communication est faite à la fin des différentes rencontres entre les deux responsables des partis politiques pour cacher les sujets dont ils discutent, parce que moi, je crois qu'actuellement, l'objectif 2026 est le plus en vue et est le plus discuté. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils cachent ce dont ils discutent? Pour la première rencontre, on a quand même été... Enfin, on a eu quelques bribes. On a appris quand même que les deux formations politiques voulaient bien discuter pour voir dans quelle mesure les communes où il y avait des crises, parce que les deux formations politiques étaient présentes et disputaient le fauteuil, que ces communes puissent retrouver un peu la paix. Je crois que Copargo est tranquille, Kandi aussi est tranquille, ou je ne me souviens pas trop, etc. Il y a quand même quelques conseils communaux qui ont retrouvé leur équilibre et leur calme depuis lors. Donc, forcément, il y a que les choses bougent depuis qu'ils ont commencé à discuter, Ulik. Oui, un calme apparent, je dirais, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enjeu. Vous savez, c'est des partis, bien qu'ils soutiennent tous le président de la République, le chef de l'État, et il reste tout de même deux partis bien distincts avec des idéaux politiques assez singuliers. Ce qui veut dire que, déjà, parler de fusion, ce n'est pas tout de suite, William a bien fait de le dire, ce sera une pilule difficile à avaler. L'autre aspect, c'est que quand on parle de la gestion territoriale à la base, je pense qu'effectivement, c'est juste pour ne pas laisser le terrain fertile, le terrain favorable à l'opposition qui, d'une certaine manière, est en train de travailler. Vous n'êtes pas savoir qu'il y a quelques années, on ne voyait vraiment plus l'opposition. On ne voyait que deux partis. Et ces deux partis n'étaient que deux grands blocs qui soutenaient le président de la République, que ce soit au niveau de l'administration territoriale, qu'au niveau au niveau de toutes les instances. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le climat politique, en fait, le tableau politique a changé. On voit déjà à l'Assemblée nationale, les démocrates qui sont là, ça veut dire que l'opposition est présente au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans la commune aujourd'hui, on sent beaucoup plus cette effervescence-là de l'opposition. Donc, le terrain n'est plus favorable pour qu'il y ait une guéguerre entre les partis qui soutiennent le président de la République. Donc ces genres de rencontres sont beaucoup plus pour tisser des liens, voir dans quelle mesure travailler ensemble tout en créant un bloc autour des intérêts légitimes du chef de l'État. Donc je pense que c'est déjà le premier aspect. Mais l'autre aspect, c'est de savoir aussi que 2026 c'est là. Parce que j'ai démarré en disant que c'est un calme apparent, puisqu'il n'y a pas d'enjeu pour l'instant côté communal, côté législatif. Le grand enjeu qui est là, c'est l'élection présidentielle. Et quand on parle d'élection présidentielle, on a d'autres élections, oui, mais je dis le grand enjeu, j'ai bien dit le grand enjeu, parce que c'est ça le plus intéressant,
c'est l'élection présidentielle qui est l'enjeu principal qui est là. Et par rapport à cela, le chef d'État est obligé parce qu'ils ne peuvent pas se voir tout le temps comme ça. Je pense qu'il y a des consignes à la base qui ont été données, il y a des consignes du sommet qui ont été données. Donc, en se voyant, c'est une manière de faire un bloc contre l'opposition. En quoi est-ce que c'est un impératif pour eux de se parler, même s'il y a présidentielle, même s'il y a législative en 2026 au communal? Est-ce qu'ils sont obligés d'être ensemble, Franck, pour aller à ces élections-là? Depuis le début, ils n'ont jamais été ensemble pour la présidentielle de 2021, malgré que, peut-être avec de gros challengers pour cette élection présidentielle, ils ne se sont pas coalisés pour le soutenir en tant que tel. Oui, c'est impératif parce que là, l'enjeu des élections générales à venir, l'enjeu, il est grand. Vous savez, nous avons 3 élections à organiser et le plus grand enjeu, c'est bien entendu la présidentielle. Aujourd'hui, disperser les forces, les énergies, ne pas les fédérer, ça va constituer un manque à gagner pour ces deux partis qui soutiennent la gestion du gouvernement et qui aspirent à conserver le pouvoir en 2026. Ne l'oubliez pas. Et moi, je pense que le plat de résistance de cette rencontre-là, même si on ne va pas le dire, je pense que ça va être d'analyser, d'explorer les possibilités d'avoir à soutenir tous ensemble un duo de candidats pour surtout la présidentielle. Justement, c'est la question pour la présidentielle, pour ne pas émietter les chances, il faut se mettre ensemble. Mais moi, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes par rapport au poids des partis politiques. Vous savez, c'est beaucoup de choses dans le BR, c'est beaucoup de choses dans l'UPR. Maintenant, on est en train d'explorer les pistes, de se mettre ensemble à 2 ans des élections. Est-ce qu'on pourra faire l'arrimage nécessaire entre les deux forces? Est-ce que les personnalités qui, pour certains, disent, parce que l'autre est dans l'UPR, je ne vais pas rester dans l'UPR, l'autre est dans le BR, je ne voudrais pas rester, je préfère rester dans l'UPR. Est-ce qu'on va pouvoir parler de même langage à 2 ans de cette échéance très importante? Moi, je me pose, des questions à ce niveau, et c'est là que j'attends les leaders pour voir comment est-ce que ça va se passer. Justement, est-ce que ce n'est pas un grand travail là, Eric, que de chercher à travailler ensemble, alors qu'on sait que tout récemment, il y a eu quand même quelques jeux de chaises musicales où ceux qui sont frustrés au niveau du BR vont se réfugier au niveau de l'UPR, ceux qui sont au niveau de l'UPR frustrés viennent se réfugier au niveau du BR, quitte à continuer à soutenir les actions du chef de l'État. Alors, si un accord se trouve et qu'ils ne peuvent plus faire ce voyage, vous connaissez la destination, non? Je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre avant de s'engager dans ces démarches-là. Parce que l'un des points abordés à l'occasion de cette rencontre, c'est d'évaluer justement ce que nous avions observé comme guéguerre entre les deux partis politiques, surtout en période électorale, et les conséquences de ce phénomène-là. Peut-être qu'ils ont tiré la conclusion que cela ne leur a pas arrangé et que maintenant, il faut faire peut-être autre chose. Et l'autre chose, c'est de se mettre ensemble pour que la difficulté que nous avons vue, enfin, au niveau de ces deux formations politiques où militants BR, militants UPR se chargeaient régulièrement sur le terrain, puisse être à leur avantage. Parce que ce que eux autres, ils ont réussi certainement à se mettre ensemble et à pu discuter, on n'a pas réussi ça du côté de l'opposition. Or, la chose aurait pu être facile. Par exemple, que les démocrates et puis la FCBE puissent véritablement se mettre ensemble. L'idée avait été agitée, où nous avons vu un courrier que nous avons salué d'ailleurs, des démocrates à l'endroit de FCBE pour créer justement ce cadre d'échange. Je pense qu'on ne peut pas... enfin, les deux partis ne s'en cachent pas. Enfin, on ne se rencontre pas seulement pour parler de gouvernance locale. Il est bel et bien question de 2026 parce que les deux partis ont convenu de mettre ensemble un comité pour décider des actions majeures à mener sur le terrain. Donc, je suis sûr que les jours à venir, nous verrons ce que ces nouvelles options donneront au profit de ces deux formations politiques. Mais aussi, ils l'ont précisé, de pouvoir assumer la posture, n'est-ce pas, en tant que parti qui accompagne les actions du chef de l'État. Alors, action majeure, j'imagine, désignation du duo à l'occasion de la présidentielle, mais confection aussi des listes pour les législatives et les communales. Quand on sait que les législatives et communales vont précéder la présidentielle, on va commencer déjà par les listes de candidatures. Certainement qu'on va positionner un BR ici et un UP pour la suppléance. Ils vont faire une liste unique. Comment ça va se faire? Oui, Eric, vous avez une idée? Comment vous projetez cette collaboration politique? Sincèrement, je ne peux pas me lancer tout de suite, mais déjà, nous, tous
tout le monde peut déjà imaginer que ce ne sera pas un exercice facile. D'autant plus que déjà, par le passé, on a vu des frustrés BR qui sont retrouvés au niveau sur la liste UPR et des frustrés UPR qui sont retrouvés sur la liste BR. Et ce jeu de chaises qui se passait justement... collaboration déjà. Non, c'est pas une sorte de collaboration, bien au contraire, parce qu'ils partent souvent soit pour des raisons de convenance ou des frustrations à l'interne. Donc, si déjà, je suppose, je prends un membre UPR qui s'est senti frustré et qui dit je pars pour des raisons de convenance, c'est parce qu'il estime qu'il ne se retrouve plus en odeur de sainteté avec son parti originel. Maintenant que ce même parti vienne à travailler avec lui alors qu'il est maintenant au niveau du BR, vous n'êtes pas sans savoir que sur le terrain, il y aura des bisbilles. L'autre chose encore, quand nous prenons ces listes-là qui seront confectionnées, nous avons vu par le passé, il y a des gens, lorsqu'on a confectionné les listes, il y a certains qui ont quitté le BR, je ne veux pas citer de noms, qui ont quitté le BR pour l'UPR. On en a vu, on a vu au nord, dans le septentrion plus précisément. Il y a eu des déclarations politiques publiques qui ont été faites. Ce qui veut dire que même dans ces positionnements, on doit faire attention parce que ça risque de créer ça veut dire créer une implosion au niveau. Ce n'est pas par hasard que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu une fusion. Ce n'est pas par hasard. Parce que nous avons deux partis politiques qui ont différents idéaux politiques. Déjà à ce niveau, si nous devons les fusionner, sur quelle base on les fusionne et comment vont-ils travailler? Parce que là, c'est là tout le jeu. Si on arrive à projeter la création de comités qui décident des sujets majeurs, on n'est pas loin de la fusion, non, William? La fusion est possible parce que vous pensez qu'ils ont d'idéologie ou d'idéaux? Moi, je pense qu'ils n'en ont pas. Le seul point commun, c'est Patrice Talon. Le seul idéal. Leur idéal, c'est Patrice Talon. Qu'ils me prouvent le contraire dans leur façon de faire la politique. Quand Jean-Luc Mélenchon sort en France, on sait que c'est un débat de gauche. Quand Marine Le Pen sort ou Éric Zemmour, on sait que ce sont les opinions de droite. UP et BR, même Emmanuel Macron, qui fait un peu comme Patrice Talon en mettant droite et gauche dans sa formation politique et en les regroupant, au sein de cette formation politique acquise à Sarkozy ou de cette mouvance présidentielle, quand on fait des nominations, que cette personnalité vienne de gauche ou de droite, on sait quelle orientation Emmanuel Macron veut donner à un nouveau gouvernement ou quelle mission il veut assigner. Est-ce que c'est le cas au Bénin? Je dis non et je continue à penser qu'ils ont un idéal, c'est clair, mais c'est Patrice Talon. Maintenant, si c'est Patrice Talon leur idéal commun, c'est qu'il y a un peu plus de facilité à se retrouver parce qu'ils ne le défendent pas. Au Bénin, nous n'avons pas des oppositions d'idéaux, on a des oppositions de personnes. C'est pour cela que la versatilité politique est la norme et les débauchages sont légion en fait. Maintenant, par rapport à 2026, vous savez, ils ont tout intérêt, ces deux partis qui nous ont amené la réforme du système partisan et qui ont été les premiers à les implémenter parce qu'ils étaient à l'Assemblée nationale en adoptant les lois. Ces deux partis ont tout intérêt à nous prouver que cette réforme du système partisan, pour avoir échoué en 2021 et que Patrice Talon soit élu non pas d'un parti politique, mais une fois encore soit un élu indépendant, mais soutenu par des formations politiques, ils ont tout intérêt à nous démontrer que leur fameuse réforme marche et qu'elle a des possibilités de rentrer dans l'histoire de notre pays. Parce que, ne l'oublions pas, les candidatures indépendantes ont eu raison dans l'histoire politique de notre pays depuis 1990, de partis politiques qui ont présenté des candidats. Je ne sais pas ce que Boni Yayi était politiquement avant de devenir président de la République, encore moins Patrice Talon, ou Kérékou, son image seule lui a suffi pour rassembler encore quelques ténors qui ont dit « nous ne voulons plus de Nicéphore Soglo ». C'est pour dire que aujourd'hui, on entend des candidatures indépendantes venir pour 2026, et si l'histoire se répétait, parce que l'histoire bégaye très peu en la matière, si l'histoire se répétait, c'est bien possible que cette très très grosse boîte soit là, ces machines soient en branle, mais qu'une candidature indépendante leur ravisse la vedette. Et c'est pour ça, peut-être, qu'ils sont en train de se préparer. Côté législatif et communal, ils auront beaucoup de mal pour moi, parce que je pense que même dans la mouvance présidentielle, les partis satellites, Moël et UDBN existent parce qu'ils se disent... On va parler ils savent qu'il y a très peu de chances d'avoir la même influence dans les grosses boîtes, et je ne sais pas comment ça va se passer, mais par rapport à la présidentielle aussi, je crains, parce que Patrice Talon a dit que c'est à 6 mois des élections qu'il faut faire le débat. Je doute qu'il puisse avoir les coups des franches pour discuter des vrais sujets aussitôt. Moi, je pense que c'est aussi le moment pour ces deux partis-là de prouver qu'au-delà des intérêts personnels, des intérêts que chacun défend,
qu'on peut mettre de côté nos divergences et rester ensemble pour gagner un pari. Le pari, c'est de pouvoir conserver, bien entendu, le pouvoir en 2026, parce que vous imaginez, si la mouvance perdait le pouvoir en 2026, c'est qu'il y aura un chamboulement total disons, sur la scène politique nationale. On va reprendre tout à zéro pratiquement. Oui, parce que l'opposition va vouloir imprimer son rythme, l'opposition va vouloir, disons, changer beaucoup de choses. L'opposition ne va pas supprimer le PR ou le BR, l'opposition ne va pas interdire le PR ou le BR, on va toujours assister à ce climat. Oui, mais vous savez, l'histoire politique de notre pays nous a montré nous a enseigné que lorsque quelqu'un vient au pouvoir, on essaie disons, d'exploser les autres partis qui sont... Parce que les autres, d'office, vont se ranger du côté de l'opposition. On aura maintenant l'opposition dans le camp de la mouvance et la mouvance dans le camp de l'opposition. Et pour rien au monde, un certain Yahi Boni, président de l'aide démocrate, qui ne peut plus être candidat, il fera tout pour casser, en tout cas, ces partis-là qui pourront faire. D'ailleurs, des gens vont affluer vers ce nouveau parti qui va gagner les élections. On sait comment ça se passe. On va commencer par dire, écoutez, nous avons fait notre expérience avec l'autre. Nous l'avons soutenu jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons décider. Donc, pour faire l'opposition. Pour faire l'opposition, on dit, c'est pour les intérêts du pays. Si on m'appelle pour servir ma nation, je ne peux pas refuser. Et c'est comme ça que ça va se passer. Je pense que c'est une épreuve pour le BR et puis l'UP qui doivent pouvoir garder leur solidité et pour essayer d'affronter qu'ils disent qu'ils ne sont pas UPR, les défis qui s'annoncent. Le renouveau pour refuser l'UPR créé aux premières heures de l'indépendance. Comment on va faire ça salé. Sinon, comment on va faire maintenant? Il y a eu dans leur dénomination. C'est plus facile pour nous de dire UPR. Oui, et il y a un dans leur dénomination. Ils ont dit que c'est UP le renouveau. Bon, c'est eux qui ont dit quand même. UP le renouveau. Voilà, un autre axe de discussion. Pourquoi est-ce que c'est seulement les deux partis? Si l'idéal est de conserver le pouvoir après 2026 et après Patrice Talon, pourquoi est-ce que c'est seulement les deux partis qui décident de travailler ensemble? Ils se prennent pour les plus grands et les plus gros de la mouvance, William? Ils ne se prennent pas, c'est ce qu'ils sont. Ils sont les gros morceaux. Donc on peut oublier les petits. D'abord, ils vont vous dire... On peut zapper sur les petits, comme disent les jeunes. Ils peuvent vous dire même que ces petits sont des enfants illégitimes. Et ils se prêtent à le dire parfois en meeting. Oui. Parfois en meeting, ils se permettent de le dire. Souvenez-vous des communales de 2020. Je crois bien que l'UDBN a participé. J'étais la plupart du temps dans la 6e circonscription électorale à l'époque, fief de Claudine Prudencio à la base, mais si vous entendez les discours politiques par rapport à des gens préféraient le PRD en 2020 à l'UDBN de Claudine Prudencio comme étant un parti de la mouvance présidentielle. Donc, les grosses boîtes pensent que ce sont des boîtes illégitimes, ce sont des machines nées des dernières pluies, et comprenez aussi l'atmosphère politique. Le haut lieu, la citadelle de la démocratie, c'est le Parlement. Qui y sont aujourd'hui, mouvance présidentielle parlant? C'est UP le renouveau et Bloc républicain. Dans les communes, qui est-ce qui décide? Qui est-ce qui sont à la manœuvre? Et c'est ça aussi. Parce que dans les bureaux politiques de ces formations politiques, dans les instances décisionnelles, voyez ce que représentent les ministres en poste, les élus ayant des mandats électifs. Et ce sont eux qui ont des bases, ce sont eux qui sont au contact des populations. Parce que comme on le disait dans le débat précédent, ils n'ont pas forcément d'idéologie. Ils défendent Patrice Talon. Et parfois dans des milieux où Patrice Talon n'a pas réalisé grand-chose et il n'y a pas de réalisation à brandir, on utilise l'aura du politique plus élevé en dignité, en hauteur et plus haut placé dans la République, et sa base politique traditionnelle fidèle à lui, pour pouvoir engranger quelques électeurs. Oui, Ulrich, est-ce que ce n'est pas de l'exclusion quelque part? Quelqu'un a sorti une logique à Abou Mekaravi quand il était encore aux affaires. En politique, c'est la multiplication et l'addition, pas la soustraction et la division. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Parce qu'en politique, il y a toujours des jeux d'intérêt, il y a toujours, comme je l'ai dit tantôt, il y a toujours des convenances, que ce soit personnelles ou de groupe. Mais d'une certaine manière, vous avez dit tout à l'heure qu'ils se prennent pour des partis, pour les plus gros partis. Ils ne se prennent pas pour des plus gros partis, ils sont les plus gros partis. Et cela ne veut pas dire qu'il faut minimiser les petits partis. Mais tout simplement, nous sommes en démocratie. Et vous le savez, c'est la loi, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Donc, si nous sommes ici, 4 sur ce plateau, c'est 5 sur ce plateau, et que 3 choisissent le oui, mais c'est que d'office le oui passe. Donc c'est comme ça en démocratie. D'une certaine manière, c'est que quand vous n'êtes pas majoritairement important, c'est que vos décisions ne passent pas. Et je l'avais dit tantôt, je l'avais dit il y a quelques mois,
on a eu l'opposition au Parlement. L'opposition est au Parlement. C'est vrai, c'est beau. Mais l'opposition reste minoritaire. Ce qui veut dire que ces voix seront toujours minoritaires. L'opposition peut dire, là, je ne suis pas d'accord, mais quand on passe au vote, la mouvance vote, l'opposition vote, mais on se retrouve toujours avec des suffrages minoritaires conformément au nombre, et ça passe simplement, c'est tout. Donc, l'opposition a intérêt aujourd'hui à travailler pour être beaucoup plus représentative au Parlement, pour pouvoir faire imposer ces lois. Moi, je pense que c'est d'abord ce à quoi nous devons penser. De cette législature. Évidemment. Une dernière intervention, Eric, on va finir. Je pense que sur la question, ils ont un peu quand même circonscrit le cadre de rencontre. La base, c'est l'accord de gouvernance que les deux partis ont signé le 17 mai 2020 et qui fait cas de ce que les deux partis se doivent de se rencontrer de façon périodique pour aborder ces sujets. Et l'objectif était de faire taire les rivalités entre les militants au niveau des communes en difficulté, voyez-vous. Ce n'est pas un rassemblement des partis politiques de la mouvance. Autrement, si ça avait été le cas, je pense que d'autres partis de la mouvance seraient invités à la rencontre. Donc, tout ce qui se dit et se fait a pour base l'accord de gouvernance que les deux partis ont signé et n'engage que les deux partis politiques. Oui, mais il faut projeter justement cet accord sur le long terme et voir un peu qu'est-ce que ça change en termes de donne sur la configuration, sur la scène politique nationale et voir sa pérennité aussi au-delà de ce qui se gère au quotidien actuellement. En tout cas, on observera de près comment est-ce que ça va continuer à discuter à ce niveau. On verra un peu en temps opportun ce qu'il faudra en dire en termes de commentaires. On va aborder notre deuxième sujet, la loi sur l'amnistie. Il fallait s'y attendre, hein. Ça devrait échouer, non, Franck? Et ça a échoué. Oui. Et ça a échoué. Et ça a échoué. D'ailleurs, c'était un prédit la chose. J'ai pu écouter Hassan Seibou, le président du groupe parlementaire Bloc républicain au Parlement, qui déjà quelques jours avant a publié un texte pour décrire point par point d'abord les insuffisances de la démarche des opposants au Parlement, ce qu'ils devraient faire pour que ça marche. Et il a été un peu péremptoire, il dit que ça devrait échouer et ça n'a pas raté. Moi, je pense que lorsque vous lisez ces arguments et vous voyez le résultat final, je pense que l'opposition donne toutes les raisons au Parlement de rejeter davantage cette loi. Oui, mais parce que est-ce que ce n'est pas une posture politique qui fait échec à cette loi-là, même si on parle de structuration technique? Oui, mais politique, justement, parce que quand vous êtes sur le terrain politique, ce n'est pas comme des scientifiques, quand vous dites 1 + 1, ça fait forcément 2. Mais là, vous devrez faire adhérer les gens à votre projet de vouloir faire passer une loi d'amnistie. Parce que, vous êtes en minorité, vous n'avez pas le nombre qu'il faut pour changer quoi que ce soit ou pour faire passer quoi que ce soit. 2, c'est que vous êtes opposant. Vous êtes opposant, les autres défendent autre idéologie, vous défendez, bien que vous les écoutez, ils disent, ce sont nos amis, ce sont nos frères, nous voulons que ça marche pour eux. Est-ce que ça a vraiment déterminé la position, je dois dire, des mouvanciers à l'Assemblée nationale? William, c'est la fable qui établit que la raison de plus fort est toujours la meilleure, le loup et l'aïeul. Tant qu'on est faible, ils ne pourront jamais faire passer leur loi, ils ne pourront jamais faire passer leur avis. C'est tout normal, mais par rapport à ce que Franck disait, j'ai envie de dire 2 mots. Vous savez, les députés de la mouvance présidentielle, quand c'est de leur côté, ils ont certains arguments qui, moi, m'arrachent quelques sourires. Eux, ils se sont mis à défendre une loi budgétaire qui est venue en procédure d'urgence. Mais et qui est venue sans tenir compte de leur budget voté, et ils ont acclamé. Et ils disent maintenant qu'il y a une loi qui a suivi un chemin. Les politiques ont des arguments auxquels il ne faut toujours pas se fier. Quand j'ai fini d'évacuer ça... Oui, Franck, on va permettre à quand j'ai fini d'évacuer ça, je dis les démocrates... ils devraient échouer, ils ont échoué. Ils font du François Mitterrand. Mitterrand dit que l'opposition s'oppose. Que c'est la phrase? L'opposition s'oppose. Célèbre opposant de la 5e République. Après, il est venu aux affaires aussi. Donc, ils font du Mitterrand. L'opposition s'oppose. Rapport de Louis Vlavonou, ils s'opposent. Loi budgétaire, ils sont d'accord, ils travaillent en commission. Mais s'ils ont des arguments, qu'est-ce qu'ils font? Ils se taisent, justement, ils applaudissent. Ils disent que les arguments ont été intégrés, par exemple, à la loi budgétaire, mais que, en fait, ils s'opposent. Rapport de Louis Vlavonou, il y a des ordinateurs pour eux, ils le savent, mais ils n'ont pas vu le rapport. Le rapport est venu à la veille, ils s'opposent. Parce qu'ils s'opposent,
La mouvance présidentielle leur a rendu la monnaie. C'est le débat démocratique, c'est le jeu de la majorité. Et c'est tout normal. Maintenant, oui, je m'en voudrais de ne pas rajouter très, très rapidement. Quand Patrice Talon dit que techniquement, une loi d'amnistie pour différents événements, ils n'ont pas un fait unique, n'est pas possible. Ne vous attendez pas à ce que les députés acquis à sa cause fassent autre chose. On verra le contenu tout à l'heure, oui. Ulrich. C'est vrai que le rejet a créé beaucoup de polémiques, mais il faut dire que c'est diversement apprécié. Et chacun l'apprécie selon son angle de vision. Mais ce qu'il faut le plus retenir, ce n'est pas ce rejet qu'il faut analyser beaucoup plus, mais les conséquences de ce rejet-là. Parce que les conséquences, si on doit faire attention aux différentes phases, on peut les énumérer en 3. La première, c'est que ce rejet amène les autres policiers ou bien oblige ces prisonniers-là à faire encore plus de jours. Parmi ces prisonniers, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des travailleurs, ceux-là qui ont perdu d'une certaine manière une bonne partie de leur vie et de leur vie, enfin précisément de leur vie professionnelle, de leur vie matrimoniale. Deuxième aspect, ça joue contre le dialogue politique, tout simplement parce que chaque fois que l'opposition parle, l'opposition ne parle que des exilés et des prisonniers politiques. Et je pense que cette loi d'amnistie était bien partie pour pouvoir, d'une certaine manière, ramener le débat sur la table et calmer les dissensions nationales. Et le troisième aspect, c'est l'image du pays qui reste d'une certaine manière écornée, parce que chaque fois qu'on dit, il y a des prisonniers politiques, il y a des exilés, c'est une image qui ne fait pas toujours bonne presse, qu'on le veuille ou non. On n'ira pas souvent dans les détails, on garde juste la façade de prisonniers politiques, d'exilés politiques. Donc je pense que cette loi d'amnistie était bien partie pour corriger quelque chose, mais bon, les arguments étaient avancés, comme je l'ai dit tantôt, les arguments seront diversement appréciés selon l'angle de vision. Eric, l'analyse politique, ou oui, l'appréciation politique de l'échec de cette loi. L'opposition s'oppose. Je pense que Basil Rossi n'a pas la même compréhension, puisque lui, il a trouvé que le budget, il fallait le voter. Oui, l'opposition s'oppose, c'est tout à fait normal, et nous savons aussi que elle s'oppose à la mouvance, et la mouvance s'oppose à l'opposition, et c'est ce que la mouvance a fait sur la loi d'amnistie. Donc il y a une logique politique aussi. Et je pense que peut-être que l'échec, c'était ce que les démocrates voulaient. Parce que l'objectif à ce niveau, c'est de montrer les coupables à la face du monde, les responsables du sort de Madougou et de Haïvo avec le rejet de cette loi, que les voilà, ce sont les députés de l'opposition et le chef. Et peut-être que dès le début de l'introduction même de cette loi, les démocrates eux-mêmes savaient qu'ils n'avaient absolument aucune chance de faire prospérer une telle loi, et justement, dans l'actualité politique, et chaque fois qu'il est question de loi d'amnistie, mais nous avions essayé de mener à bien ce projet, mais c'est vous qui ne voulez pas de la libération de ces personnes, voyez-vous. Cela peut avoir auprès de l'opinion cette sensibilité sur ce sujet. C'est vrai que quelqu'un a dit que techniquement, ce n'était pas possible. Et comme l'a dit William, est-ce qu'avec déjà ces déclarations bien avant l'étude du projet, est-ce que les députés pouvaient justement aller bien au-delà? Mais je pense que nous sommes à l'Assemblée nationale. Et si, comme on dit, l'opposition voulait vraiment se donner une chance de faire propre cette loi, la démarche aurait été quand même de mener des démarches d'échange à l'endroit des acteurs politiques, y compris même les FCBE, et c'est quand même de mobiliser plusieurs acteurs pour que ce ne soit pas seulement leur propre initiative. William, je vous relance sur cet aspect que vous avez commencé à engager, hein, la posture de Patrice Talon, qui avait clairement signifié sa position par rapport à cette loi, et qui, ma foi, a dû certainement aussi amener les députés à aller dans ce sens. Est-ce que ce n'est pas un faux coup communicationnel qui n'est pas forcément à l'image des députés qu'on attend, de qui on attend une certaine indépendance, une certaine autonomie, en tout cas pour l'appréciation des lois qui tombent sur la table et qui doivent être au profit de la République? Affirmatif et bien au-delà. Avant cette sortie de Patrice Talon, souvenez-vous de la rencontre entre les démocrates et Patrice Talon. Déjà là, sur la question de Madougou, Haïvo et autres, vous avez vu la posture de Patrice Talon. Tranché, la mine fermée. Quelques jours après, dans cet entretien, il dit que techniquement, cette loi ne tient pas parce que pour différents chefs d'accusation, des gens ont été condamnés à différentes peines et exécutent plusieurs peines, qu'on ne peut pas regrouper tout ça
et faire une loi d'amnistie pour eux. D'un point de vue un peu juridique, on va commencer à ouvrir le débat sur cet aspect. Je suis tenté de lui donner raison. D'un point de vue... tenté ou il a raison? Je pense qu'il a raison. Parce que une loi d'amnistie, on peut en faire beaucoup peut-être si on a besoin de faire une loi d'amnistie, parce que on va commencer par les événements de 2021 par endroit. Ensuite, ceux qui ont fait ceux qui ont commis des actes n'étant pas dans le champ de la présidentielle 2021, donc des actes antérieurs à cela, et qui pour ces chefs d'accusation là seront libérés, même si le président pense que d'autres personnes ayant commis les mêmes infractions pourraient être en droit de demander. Je ne le pense pas. Ça, c'est la solution juridique. Mais ne l'oubliez pas, l'autre a dit que le droit est le porte-parole fidèle des décisions politiques. Politiquement, ce débat peut se faire parce qu'on sait, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, dans son avis de novembre 2022, est clair. La détention de Rekia Madougou est arbitraire. Ça, ce sont les experts de l'ONU qui le disent, et c'est du point de vue juridique. C'est déjà du point de vue politique. Oui. On trouve que c'est une détention politique et que beaucoup s'accordent là-dessus. Et que du point de vue juridique, il y a encore des avis comme celui-là, je pense que c'est faisable. Donc, la mouvance présidentielle, les députés n'ont pas à nous clamer leur indépendance. On sait qu'elle est hypothéquée. Et je pense que les discussions doivent être extrêmement politiques désormais pour trouver des arrangements. Maintenant, pour les démocrates qui en font un fonds de commerce, tant mieux, parce que eux, ils diront que toutes les fois, ils ont essayé de le faire et que cela n'a pas marché. Quitte à eux de changer de stratégie, de penser à d'autres lois. La loi sur l'amnistie n'était pas le seul projet de législature, qu'on évolue parce que la République, elle est en marche. Elle ne va pas s'attarder sur ces sujets-là jusqu'en 2026. Et la mouvance présidentielle vous dira... Ça peut être un élément de chantage et ça profite bien de cette loi. Oui. L'argument technique, rapidement vos avis, le temps de boucler ces échanges. Oui, l'argument technique, lorsque vous écoutez Hassan Seibou par exemple, il dit que le mobile pour lequel on évoque ici la loi d'amnistie, pour lui, ça ne tient pas. Et il s'étonne du fait qu'il y ait des juristes, des techniciens du droit au niveau des démocrates, des chevronnés d'ailleurs, qui n'aient pas vu cela parce que pour lui, quelqu'un qui est condamné par exemple pour trafic de drogue, quelqu'un qui est condamné pour je ne sais quoi. Il y a des condamnés pour trafic de drogue. C'est des exemples, c'est des exemples. Ceux qui sont condamnés. C'est des exemples qu'il a donnés, je le cite. La loi tient compte des détenus politiques et également des personnes en exil. Voilà. Oui, quelqu'un qui est condamné ou quelqu'un qui refuse par exemple de se présenter devant la justice. Ou bien quelqu'un qui a détalé parce qu'on l'a convoqué. Par exemple des primes de 20 millions d'escalier ou un truc comme ça. Voilà, et qui est parti, qu'on demande... Lui, il a évoqué la question de trafic de drogue, vous ne l'avez pas demandé... Non, lui, il pose les questions. C'est vous qui posez les questions. J'ai vu dans les journaux dans ce pays que quelqu'un a pris d'escalier pour 20 millions. Mais c'est vous qui posez les questions. Après, la personne a pris la route d'escalier. Vous qui avez la police des débats, vous êtes d'accord responsable. Et donc, pour lui, les mobiles évoqués pour proposer, disons, la loi d'amnistie, pour lui, techniquement, ça ne tient pas. Maintenant, lorsqu'on laisse tout ça, je crois que l'autre l'a dit, William l'a si bien dit, il dit le débat doit être politique. Moi, je pense que nous sommes sur un terrain politique. Et lorsqu'on sait que le Parlement, c'est le haut niveau de la politique, laissons ce que nous avons promis aux électeurs. Parce qu'on ne peut pas faire d'une loi d'amnistie un projet de législature. Moi, je dis que ce n'est pas bien. Un projet de législature, on a promis aux populations pour avoir leur voix. Dès que nous arrivons là-bas, ils vont les sortir. Nous, on va mettre le paquet, ils vont les sortir. Vous arrivez, vous êtes confronté à un grand mur. Le grand mur, c'est aujourd'hui le nombre des députés UPR. Parce que les populations n'ont pas suffisamment voté pour eux afin qu'ils aient le nombre requis pour faire la pression. Mais ils en étaient conscients. Les conditions dans lesquelles ils ont participé aux élections et tout ça. Moi, je pense qu'il faut adopter une démarche politique si on veut faire... Puisque l'opposition n'a jamais été flexible depuis l'ouverture de cette législature. Lorsque vous ne faites pas cadeau... Ça ne fait qu'un an, ils ont encore deux. Si je viens également, si j'ai l'occasion, je vous fais pas cadeau. Rapidement sur l'argument technique. Oui, tout de suite, pourquoi voulez-vous que l'opposition soit flexible? L'opposition s'oppose. L'opposition est là justement pour défendre ses intérêts aussi. Mais très vite parlant, moi, je veux réitérer deux phrases prononcées par deux personnes qui ont attiré mon attention dans ce dossier-là. Il y a d'abord l'un des avocats de Maître Aïvo, Maître Fatih Ousmane, qui a clairement dit que la clé de cette situation
est avec quelqu'un qu'on appelle Patrice Talon. Ce qui veut dire que déjà, il est en train d'insinuer que d'une manière ou d'une autre, s'il y a eu ce rejet, ça veut dire que ça vient d'en haut. Donc, ça n'engage que lui, c'est lui qui l'a dit, je ne fais que paraphraser. Mais l'autre aspect qui m'intéresse encore plus, c'est Espérance TB de MPL qui dit que quand vous vous heurtez à un mur ou à un échec, il faut changer de fusil d'épaule. Donc là, je rejoins Franck en disant que la solution, le projet d'amnistie, la loi spéciale de projet d'amnistie n'a pas abouti. Certes, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies et moyens pour pouvoir aider, pour pouvoir d'une certaine manière soulager ces prisonniers? Moi, je parle beaucoup plus des prisonniers politiques, ceux-là qui aujourd'hui, d'une certaine manière, ont compris qu'ils ont commis certaines erreurs parce que étant justement se sont retrouvés dans une situation de violence post-électorale et qui déjà ont déjà perdu plus de 2 ans de leur vie. Je pense que c'est beaucoup plus choquant de savoir que ceux-là ont besoin de liberté. On a la possibilité de leur accorder cette liberté, mais pour des jeux de politique, on ne leur accorde pas cette liberté qu'ils méritent. Je pense que techniquement, l'argument évoqué justement par le chef de l'État tient certainement la route, que nous avons affaire plutôt à la justice, n'est-ce pas, et que ce qu'on est en train de demander n'est pas possible. Mais au plan politique, je pense qu'il y a l'honorable Malik qui a fait une proposition. Il est temps que dans ce projet, que des personnalités engagées politiquement se retirent, des personnes moins engagées puissent justement prendre cette cause et puis la porter. On pense à des religieux, à des têtes couronnées. On a entendu sur RFI quelqu'un promettre continuer à toquer à une porte qui ne s'ouvre pas. À chaque fois que la mouvance va soupçonner l'opposition de pouvoir utiliser cette loi d'amnistie à des fins politiques, il y aura toujours problème, voyez-vous. Et puis, nous allons rester dans cette situation pendant que ces personnes se retrouvent toujours en difficulté. En tout cas, on verra pour la suite. Les députés démocrates promettent en tout cas du show lors de l'atterrissage de cette loi sur la table en plénière. Vous voulez nous trouver une très bonne formule pour la campagne prochaine. Bon, vous savez, nous sommes 28, nous avons essayé de porter le projet, mais c'est parce que notre effectif est inférieur que le projet est échoué. Donc, si vous voulez que le projet... Votez pour nous massivement. Massivement. Et j'espère que les gars de la mouvance aussi l'entendent et auront certainement le contre-argument dans le temps. Donc, c'est les thèmes de campagne, ça. En tout cas. Allez, les gars, merci beaucoup d'être passés par ici. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et surtout un très bon début de week-end et un week-end assez excellent par anticipation, puisque moi, ma tâche va s'arrêter à la fin de cette émission pour le compte de cette semaine. Allez, bonne journée. On vous laisse accompagner de William, non? Oui, William va pas loin. Il a quelques confidences à me faire, notamment sur sa nouvelle rubrique qui commence tout à l'heure. En attendant, on va faire une petite pause, le temps de revenir, pour suivre Instant Droit. Je vous ai promis dès l'introduction à cette émission ce matin que le numéro de votre matinale sera suffisamment politique ce matin. Deux sujets politiques déjà vidés, un autre qui atterrit notamment à cette étape de Instant Droit avec William. Je ne vais pas vous saluer, on s'est déjà vu, il n'y a pas beaucoup de temps. On va parler du code électoral, voir un peu ce champ d'application et surtout les dispositions phares de cette loi qui retourne sur la table des députés, faut-il le dire,
Alors pourquoi est-ce qu'il faut aborder aujourd'hui, William, cette question-là? Vous en êtes conscient, hein, Tanguy, et les Béninois le savent aussi. L'actualité politique est faite de cette décision du juge constitutionnel. La toute première de cette année, la Cour demande dans la DCC 24001 du 4 janvier dernier que le code électoral retourne au Parlement parce qu'il y a des dispositions dans cette loi qui trahissent l'esprit de la Constitution. Et comme vous le savez, c'est la mission du juge constitutionnel de s'assurer que toutes les lois et que tous les règlements en vigueur en République du Bénin soient conformes à la Constitution. Donc précisément dans sa décision, la Cour demande que l'alinéa 6 de l'article 142 puisse être arrimé aux dispositions de la Constitution, notamment dans son article 49. Et donc ça fait l'actualité, ça fait réagir des personnalités politiques. Et justement, dans l'instant droit ce matin, nous nous attardons là-dessus. Alors, le code électoral, c'est une loi qui parle d'élections sûrement, comme on peut le deviner, l'imaginer, mais de quelle façon concrètement? Justement, c'est une loi, mais une loi qui organise les élections, comme le dit son nom, code électoral. C'est une loi, donc une émanation du Parlement, numéro 2019-43 du 15 novembre 2019, elle est intitulée du code électoral actuellement en vigueur, donc une loi votée une semaine après la révision constitutionnelle de 2019. Ça entre d'ailleurs dans le cadre de ce train de réformes législatives et institutionnelles pour la refonte du système partisan béninois. D'abord, on dit code parce que, vous savez, parmi les noms qu'on donne aux différentes lois en vigueur dans un État, il y a que des codes existent comme le code de la route, comme le code des marchés publics, le code foncier, voilà. Code parce que c'est un ensemble normatif qui forme un système complet de législation dans une branche du droit, donc précisément dans un domaine, un peu comme c'est le cas en matière électorale. Précisément, le code électoral, c'est 211 articles dans 6 livres, en plus du livre préliminaire qui définit concept et qui est structuré en chapitres, en titres et avec des sessions également. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le code électoral? Ça parle de la Sénat, qui est la commission électorale, qui organise le cycle électoral. On parle du conseil électoral, de la direction générale des élections, qui sont des éléments nouveaux avec ce code électoral-là, parce qu'avant, des codes électoraux en vigueur n'avaient jamais prévu ces organes, on avait seulement la Sénat. Donc, ce code a parlé de conseil électoral, de direction générale des élections, ça régit également la déclaration de candidature, la campagne électorale, les opérations de vote, la liste électorale, les règles particulières en matière d'élection du duo présidentiel, en matière d'élection des membres de l'Assemblée nationale, en matière d'élection des membres des conseils communaux, en matière également d'élection des membres des conseils de village et de quartier. Tanguy, si vous le voulez bien, je vais parler des innovations de cette loi, parce que de ce code électoral. Ce code électoral, comparativement aux autres, a introduit pour la première fois l'organisation d'élections générales, comme l'a voulu la Constitution après sa révision, que les élections ne soient plus organisées dans différentes années, mais qu'il y ait une année électorale dans laquelle les différents scrutins se déroulent. Ce code électoral porte le nombre de députés de 83 à 109. C'est ce qui a permis d'ailleurs qu'à la 9e législature, qu'on ait 109 députés, dont exclusivement 24 femmes, à raison d'une femme par circonscription électorale. La validation des candidatures des prétendants au poste de président et de vice-président de la République est désormais subordonnée à un parrainage de 10% de l'ensemble des députés et des maires. C'est une disposition qui n'avait pas antérieurement existé dans les autres codes électoraux. Et ça, c'est une extension dans la loi. Le législateur a juste étendu la volonté politique qui est intervenue avec la révision de la Constitution, notamment dans l'article 44 de la Constitution, qui demande explicitement que pour accéder aux plus hautes fonctions de cet État bénin, qu'il faut être parrainé par des élus. 2 innovations rapidement pour finir sur cette phase. La réforme de la Commission électorale nationale autonome à partir de 2021, à partir de la présidentielle, et aussi le code électoral prévoit que seuls ceux qui ont obtenu 10% des suffrages valablement exprimés sont éligibles à l'attribution des sièges en matière d'élection, ce qui est tout nouveau parce que précédemment, cela n'a jamais existé au Bénin. Un code assez riche, hein, avec beaucoup d'innovations en tout cas depuis son vote, comme vous l'aviez dit précédemment, mais déjà qu'il retourne sur la table des députés pour, ma foi, de nouvelles modifications. Alors, quelles sont
sont les petites faiblesses qu'on lui connaît aujourd'hui? Ce sera en deux phases que nous allons aborder ce sujet. Aujourd'hui, nous parlerons pas politique, nous parlerons des avis très connus et des griefs très connus au code électoral. Le jeudi prochain, je vous promets des avis extrêmement juridiques et du point de vue technique de la loi, du point de vue de la légistique. Et comme je le dis, le code électoral n'a pas vraiment de frontières avec la politique parce que ça régit l'activité électorale qui est une activité essentiellement politique. Nous allons parler du parrainage. La société civile qui a monitoré les différents processus électoraux de ce code électoral, notamment les communales de 2020, la présidentielle de 2021 et les législatives dernières, la société civile a retenu beaucoup de choses qu'on peut parfaire dans cette loi parce qu'une loi doit être appliquée. Quand elle est appliquée, il faut voir ses forces et ses faiblesses pour la parfaire. Nous allons donner la parole à un de ces acteurs de la société civile. Il s'agit du président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin. Il va nous parler du parrainage. Pour lui, il y a des choses à repréciser dans la loi par rapport au parrainage pour ne pas laisser la Sénat qui est censée appliquer la loi légiférer à la place du législateur. On va suivre Ralmeg Gandaro. Le modus operandi mérite d'être davantage explicité dans la loi parce que la Sénat, suivant une décision qu'on constatera étant contentieux devant la Cour, datant donc de novembre 2020, aurait explicité en fait comment opérationnaliser, c'est-à-dire le parrainage. Or, la question étant consubstantielle, c'est-à-dire au cadre légal, ça aurait été intéressant que ce que la Sénat a semblé expliciter dans sa décision de novembre 2020 soit clairement contenu dans la loi, puisque relevant du domaine de la loi. La Sénat n'a qu'à appliquer la loi, mais n'a pas à définir en fait le modus operandi. Et ça, c'est des questions sur lesquelles, si on a marqué un arrêt, c'est-à-dire il faut aborder, c'est-à-dire ces questions-là. À l'heure des modifications, Ralmeg Gandaro parle également du quitus fiscal. Tanguy, le quitus fiscal n'est pas une innovation, vous l'aurez constaté, je n'en avais pas parlé. Le code électoral précédent avait déjà prévu que le quitus fiscal soit le papier administratif qui prouve la fidélité par rapport au fisc des candidats. Cela a déjà été cela a déjà été appliqué avec les législatives de 2019. Donc ce code électoral l'a remis et par rapport à la DGI, la Direction générale des impôts, Ralmeg Gandaro parle d'un peu plus de précision également dans la loi. À l'heure de la révision, comme nous y sommes aujourd'hui, on va écouter un bout de ses propos. La question du quitus fiscal, qui est revenu déjà, un candidat en 2019 expliquait son périple devant la Direction générale des impôts. Et la dernière fois, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Et là encore, il faut davantage organiser les choses. Et on peut comprendre que de l'exigence du quitus fiscal, toute chose salutaire, parce qu'on ne va pas accepter que des délinquants fiscaux soient désormais législateurs ou bien nous représentent ou bien gouvernent notre pays. Donc une telle initiative est salutaire. Que des citoyens exemplaires soient des élus, c'est salutaire. Mais après, il ne faut pas que dans le modus operandi, ça devienne un obstacle pour tout citoyen désireux de nous représenter, de gouverner ce pays. Donc, il faut correctement organiser en fait les diligences de la DGI désignées dans la loi pour porter en fait cette étape cruciale pour les candidats. Ralmeg Gandaro, président du conseil d'administration de l'ONG Changement Social Bénin pour la société civile, sur les appréciations et les apports à faire par rapport au code électoral. Instant droit de ce jeudi, Tanguy, c'est tout. Oui, c'est tout, mais on reviendra reparler de ce code-là. Ce sera, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec des sachants du droit pour nous dire quels sont leurs avis techniques par rapport à ces changements annoncés, les faiblesses que même ils ont perçues à leur niveau. Ce sera jeudi prochain. Donc, merci beaucoup à vous, William Cliquin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à une autre rubrique. C'est l'actualité sur le net. Florence Bossa, bonjour. Bonjour Tanguy, dans votre nouvelle rubrique sur Actu sur le net que vous avez dorénavant la charge d'animer tous les jeudis. Eh bien, on va fouiller avec vous les réseaux sociaux que nous proposez vous ce matin.
Bonjour chers amis téléspectateurs, nous avons effectivement passé du temps sur les réseaux sociaux toute la semaine et nous avons observé pour vous les sujets qui tiennent le haut du pavé. Ils sont essentiellement politiques tels que vous pouvez le constater dans cet élément que je vous invite à suivre. Je reviens juste après. Mesdames et messieurs, bonjour. Sur la toile cette semaine, plusieurs sujets ont captivé l'attention des internautes. Tout d'abord, ce sont les responsables du Bloc républicain et de l'Union progressiste UPL Renouveau qui ont eu ce mardi 16 janvier 2024 des échanges dans le cadre des rencontres périodiques visant à évaluer les solutions communes pour l'intérêt national. La réunion qui a eu lieu au siège national de Bloc républicain à Cotonou a abouti à l'adoption de grandes résolutions visant à renforcer la coopération entre les deux parties. Entre autres, l'évaluation de la mise en œuvre des accords de gouvernement entre l'UPL Renouveau et le BR, les perspectives et les conséquences qui pourraient naître des rivalités entre militants BR et UPL Renouveau sur le terrain. Les internautes ont beaucoup commenté cette actualité politique. Pendant que certains pensent que ces partis de la mouvance présidentielle affûtent déjà leurs armes pour 2026, d'autres estiment que cette rencontre, la deuxième du genre, en moins de 3 mois, vise à échanger autour de la possibilité de soutenir un seul candidat pour la présidentielle de 2026. Pendant ce temps, quelques jours plus tôt, Boni Yayi s'offrait un bain de foule chaleur populaire à Dogbo dans le département du Koufo. Le président et sa suite disent aller remobiliser leurs militants de cette commune. Ce qui a le plus retenu les attentions, c'est la teneur des propos tenus par Boni Yayi. L'ex-président de la République a appelé le peuple béninois à prier pour le président Patrice Talon, souhaitant que Dieu lui accorde la force nécessaire pour diriger ce pays. Il a exprimé en ces mots, je cite, « N'insultez pas le président de la République ». Le président Patrice Talon, il a un poste sensible. Néanmoins, priez pour lui afin qu'il ait l'ouverture d'esprit, l'esprit d'écoute pour la construction de notre pays. J'aime écouter le président quand il parle. Et quand il parle, je prie pour lui car je dis intérieurement, Père, pardonne-lui car il ne sait pas ce qu'il dit. Boni Yayi a également expliqué son retour en politique, notamment à la tête du parti Les Démocrates. Ces propos ont fait le tour des réseaux sociaux, provoquant une avalanche de réactions. Prière sincère ou hypocrite, bien malin, qui pourra le dire? Voilà qui est dit, bien malin, qui pourra le dire, Tanguy? Avez-vous un commentaire à propos? Oui, j'ai assez bien aimé votre résumé en l'actualité. J'avoue que c'était vraiment politique, avec surtout cette descente de Boni Yayi. Décidément, les deux hommes occupent nos esprits et on pourrait les confondre. Boni Yayi à Dogbo, Patrice Talon à Ouida et notamment les deux partis qu'ils soutiennent. Justement, Patrice Talon à Ouida, as-tu sur le net, c'est également autour des sujets qui ont fait le buzz. Nous allons d'abord au Sénégal avec cette image qui a fait le tour du monde. Si la régie est avec nous, le footballeur international Sadio Mané a convolé en juste nord avec Aïcha Tamba, c'est-à-dire qu'il s'est marié. Il a reçu les félicitations de plusieurs personnalités, notamment celle du président Macky Sall qui dit ceci, je cite, que Dieu bénisse votre mariage, votre foyer et votre descendance. Tu as un autre travail à part celui de marquer des buts, a-t-il fait savoir. Quand on va revenir au Bénin, on a par exemple sur les réseaux sociaux l'image du président Patrice Talon à genoux devant les Egungun à Ouida lors des Vodun Days. Les réactions n'ont pas tardé à fuser également dans le rang des internautes. On a par exemple cet internaute qui laisse lire sur sa page Facebook: Talon a étonné et étonnera tout le monde par sa dynamique. Bravo à lui et à son staff. Un autre va plus loin et dit ceci: Talon est carrément un envoyé de Dieu pour lui. Un autre aussi nous dit ceci: nous n'avons jamais eu un président aussi fier de notre culture. Cette image du président Talon, il faut le dire, a suscité également des commentaires pas trop favorables. C'est le cas d'un internaute qui écrit tout simplement, je cite, c'est son problème. Il est bien évidemment le seul à savoir ce qu'il y met, Tanguy. Je finis par cette vidéo du président Django. C'est un web activiste béninois. À travers une vidéo sur sa page Facebook, il nous parle du démarrage de la messe de football qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. Je vous laisse suivre.
CAN Côte d'Ivoire 2023, en route pour la Côte d'Ivoire. Et lorsque vous regardez derrière moi, vous allez voir le drapeau ou bien les drapeaux de la Côte d'Ivoire. La maison ne dort pas, home don't somnol. La CAN de cette année sera trop pimentée, trop de piment. Trop de piment dans la CAN, trop de piment. Ça serait la CAN la plus pimentée au monde. La maison ne dort pas, home don't somnol. La vérité n'a pas besoin de l'avocat, les pros sont là. Le manque de vêtements est un péché, car Dieu, pour couvrir le péché d'Adam et d'Ève, il fit appel à la sape afin que quiconque se sape très bien ait ses péchés pardonnés et aille au paradis. Le manque de vêtements est un péché. CAN 2023 en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte, la Côte des Ivoires, Ivoirien, Ivoirien. Je suis en route, le président Django. Recevez les bénédictions vestimentaires de la CAN 2023. Pour Actu du Net de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci Tanguy. J'espère qu'il a un dessous suffisamment épais pour protéger son intimité des brûlures possibles liées justement à la proximité du piment avec son sexe. Au-delà du buzz, moi je pense que c'est tout un art parce que fabriquer une tenue avec du piment, c'est pas facile. Oui, je crois qu'il n'est pas à son premier coup. Il fait pas mal de choses sur Internet avec divers objets. Florence Moussa, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai besoin de vous remercier aussi, vous qui nous aviez suivis depuis 7 heures. Actu Matin s'en va s'achever. Je vous dis un grand merci surtout pour la fidélité. Vous suivrez juste après moi la revue de presse, tout à l'heure avec Idrissou Boukari, et puis après le générique de fin. Ce sera la fin de l'aventure avec cette équipe pour le compte de cette semaine. À lundi prochain, on verra dès qu'il sonnera 7 heures. D'ici là, vous portez très bien pour la journée. Et pour le week-end aussi, vous restez fidèles au programme de Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Après les festivités, place au bilan et la projection du projet. La première édition des Voodoo Days a tenu toutes ses promesses et c'est le chef de l'État lui-même en question qui fait le point à travers un entretien accordé à la presse internationale. L'information est reprise par la plupart des canaux parus ce jeudi. Notre ambition première est de révéler le vaudou au monde. Peut-on lire à la manchette du quotidien Le Matinal qui nous apprend ce matin que dans un entretien exclusif accordé à la presse internationale, le chef de l'État est revenu sur les tenants et aboutissants de l'implication de son gouvernement dans la fête qui a accueilli plus de 95 000 personnes dans la cité historique de Ouidah les 9 et 10 janvier 2024. Au détour de cet entretien, souligné le journal, Patrice Talon a indiqué que son pays envisage d'exposer dans l'arène internationale les volets artistiques et culturels des religions endogènes en mettant en place cette fête. Au cours de cette émission spéciale Enrichir la Nation, Patrice Talon, président de la République, a donné davantage d'explications sur les motivations de l'initiative. Mais d'entrée, il a fait comprendre que le vaudou est une tendance spirituelle religieuse qui est assez connue dans le monde. Sauf qu'après l'expansion des autres religions, le vaudou est tellement peint en noir que les Africains ont abandonné ce qui est leur identité. En cela, Voodoo Days n'a pas pour vocation de faire connaître ce qui est déjà connu. À en croire le quotidien du service public, l'exercice avec les médias est aussi délicat que l'initiative des Voodoo Days elle-même. Le chef de l'État l'a reconnu selon le Canard et estime que le temps pourra convaincre les uns et les autres de la pertinence d'allier art, culture, spiritualité et tourisme autour du vaudou pour s'affirmer dans le monde. Mais le Voodoo Days va au-delà du mandat de chef de l'État. Le devenir du projet après 2026 et les efforts consentis au profit de la promotion de la culture et le tourisme au Bénin ont été évoqués et au quotidien Fraternité de mentionner que Patrice Talon nourrit l'espoir d'une dynamique continue. Pour le chef de l'État, il est important de continuer à rétablir les valeurs, la culture et la vaudou. Pour moi, il est évident qu'après Patrice Talon, la dynamique ne va que s'étendre. C'est mon espoir et mon espérance, a rassuré le chef de l'État. Selon Fraternité, il n'a pas manqué pendant ce rendez-vous, mais
Pour l'autre quotidien, Patrice Talon éclaire sur le bien de la vertu et de la justice. Dans sa colonne, affronté pour la dernière fois à mars.